Un petit matin sur la Finlande. Bienvenue à Angeli, en pays Saami, à 250 km au nord du cercle polaire arctique. Avec Rovaniemi pour principale ville, cette province est la moins densément peuplée du pays, moins de 2 habitants au kilomètre. C'est dans une maison isolée que vit la famille Lantik. Taisto, le père, a 50 ans et sa femme Sinikka, 3 ans de moins. Un peu avant 7 heures, Antti, le fils de 8 ans, saute de son lit. À peine levé, le voilà habillé et direction la cuisine pour le petit déjeuner. Antti se débrouille seul pour préparer son repas. Un menu costaud pour affronter le froid. Des tartines, du fromage, un yaourt, des céréales et une boisson chaude. Ici, on mélange allègrement le sucré et le salé. Généralement, il y a peu de produits frais à la maison, car à Angeli, il n'y a pas de supermarché ni d'épicerie. La ville la plus proche, Inari, est à plus de 60 km. De son côté, sa sœur Heidi, 9 ans, fait de même. Le tout dans un silence impressionnant. Silence glacial. Les parents terminent leur petit déjeuner devant la télévision. Les femmes finlandaises ont généralement leurs enfants tard, au-delà de 27 ans. Les nouvelles les plus attendues sont celles de la météo. La température en Laponie au cours de l'année varie de moins 35 degrés à plus 15 degrés Celsius. À l'approche de l'hiver, mieux vaut prendre ses précautions. À cette saison, et jusque tard dans le printemps, le nord de la Finlande est déjà couvert de neige. Les paysages se résument à des lacs, des forêts et quelques maisons dispersées. La nuit polaire tombe sur la région qui bientôt ne connaîtra qu'à peine 1 heure de soleil par jour. En décembre et janvier, le soleil ne paraît presque jamais au-dessus de l'horizon et le jour se transforme en simple crépuscule bleuâtre qu'accentue la blancheur de la neige. Après le petit déjeuner, les enfants ont un peu de temps pour vaquer à leurs occupations. Heidi va faire sa toilette. De son côté, Antti préfère réviser ses leçons. Il récite son cours de finnois, l'une des langues officielles du pays avec le suédois. Le finnois est une langue qui se distingue des autres langues parlées en Europe. Ses origines ne sont pas indo-européennes, au même titre que l'estonien, le hongrois, le basque. Ou encore le samé, la langue des populations Saami, les ancêtres de Antti, qui était autrefois appelé lapon. Le samé est aujourd'hui parlé par moins de 1500 personnes en Finlande, dont la plupart vivent dans la région de Inari. Mais à cette heure, la petite ville est encore au cœur de la nuit et les passants restent rares. 2500 des 4000 Sames finlandais habitent autour d'Inari.
Le reste de cette communauté se répartit entre la Norvège, la Suède et la Russie. S'ils sont aujourd'hui tous sédentarisés, leur économie est restée principalement basée sur l'élevage de rennes, la pêche, la chasse et l'artisanat. Antti a des jeux identiques à ceux de tous les petits Européens, à une exception près. La conduite sur neige est pour lui quelque chose de banal. De son côté, Taisto s'est mis à la préparation d'une spécialité samé, une recette traditionnelle pour cuisiner le renne. La viande encore congelée est découpée en fines lamelles. Taisto est éleveur de rennes comme son père l'était avant lui. Les troupeaux regroupent entre 500 et 1500 têtes et vivent en semi-liberté dans la forêt, se nourrissant de lichen. 1 à 2 fois par an, tous les hommes de la région se regroupent pour les capturer afin de les trier, les marquer, les vacciner et les vendre. C'est uniquement à ces moments que rentrent des revenus dans la famille. Taisto garde toujours quelques bêtes dans un vaste enclos à proximité de la maison. Il peut ainsi régulièrement prélever un renne pour fournir de la viande à toute la famille. Il sait l'abattre et le préparer tout seul. Le renne reste à la base de l'alimentation. L'arrivée des pommes de terre et autres légumes est récente dans les réfrigérateurs du nord de la Finlande. L'heure est venue de s'habiller pour sortir. Une pièce entière de la maison est réservée aux vêtements d'extérieur. Elle permet également de faire sas afin que l'ouverture de la porte ne refroidisse pas les autres pièces. Bottes, surpantalons, anorak, gants, bonnets sont indispensables pour mettre le nez dehors. Même au milieu de l'automne, le matin, il fait déjà largement en dessous de 0 degré. Alors rien de mieux pour combattre le froid que de multiplier les épaisseurs. Sinikka veille à ce que ses enfants se couvrent bien. Antti vient rejoindre son père dans le garage. Il faut ranger le quad qui lui sert lors des balades en forêt et pour se déplacer pendant l'été. Une inspection s'impose. La chaîne a déjà gelé. Les pistes et les chemins sont rares aux alentours et c'est le meilleur moyen pour surveiller les rennes dispersées sur plusieurs kilomètres. Il va être temps de sortir les motoneiges qui permettront de briser l'isolement des routes enneigées pendant l'hiver. Dehors, il fait toujours nuit. Chaque matin, été comme hiver, les enfants attendent à l'extérieur le taxi qui vient les chercher et les conduira jusqu'à l'école située à plus de 60 km. Pour patienter et combattre le froid, rien de mieux qu'un peu d'exercice. Souvent le matin, il faut dégager le seuil de la maison envahi par la neige et la glace. Qu'il vente ou qu'il neige, le taxi est à l'heure. C'est un service gratuit, au même titre que l'école et la cantine. L'éducation est considérée comme un des droits fondamentaux de tous les citoyens finlandais. Cela vaut pour le primaire comme pour le secondaire. Et ce droit est garanti pour tous les Finlandais, mais aussi pour toute personne qui réside dans le pays. Il faut 1 heure au taxi collectif pour rejoindre Inari.
Cette route qui relie Angeli au monde n'existe que depuis 30 ans. Autrefois, le père d'Anti et de Heidi utilisaient un traîneau pour se rendre en ville. La rivière gelée servait de principal axe de communication. Heureusement, aujourd'hui, il y a la voiture et les chauffeurs finlandais ont une maîtrise incomparable de la conduite sur glace. À 80 km/h, la route file, laissant juste au jour le temps de se lever enfin. Outre l'école, Inari abrite le seul grand magasin, le seul hôtel, la seule station-service de la région. Avec 7800 habitants, c'est l'une des moins peuplées, mais aussi la plus grande commune du pays. Une taille comparable à un pays comme Israël ou la Slovénie. C'est aussi le centre administratif de la population samé de Finlande. Et à ce titre, elle héberge le petit musée consacré aux arts et traditions de cette ethnie. À la maison, avec l'arrivée de la lumière, Taisto peut enfin se mettre au travail. Le bois qui sert toujours à chauffer la maison l'hiver doit être coupé avant d'être recouvert par la neige. Les enfants atteignent enfin l'école. Aucun enfant ne parle plus le samé ici, même si la langue est enseignée. Seules quelques personnes âgées la pratiquent encore. Le musée conserve le souvenir du passé de ce peuple qui a été victime d'une destruction lente mais certaine de sa culture. Les Samés en gardent encore de la méfiance et de la rancœur envers les Finnois. Aujourd'hui, leur identité est reconnue. Un gouvernement sami local gère leurs droits. Mais les costumes traditionnels ne sont plus portés que lors des jours de fête ou à l'occasion de célébrations. La cloche vient de sonner. Il est temps de se dire au revoir et bonne journée. Un petit matin sur le Japon. Bienvenue à Tokyo, la capitale du pays, située à peu près au centre géographique de l'archipel japonais. Tokyo est l'une des plus grandes villes du monde, avec une population de près de 13 millions d'habitants. À cette heure, la ville sort à peine de la nuit. Mais dans la famille Sakyo, il est déjà temps de se réveiller. C'est Masako, 32 ans, la mère de famille, qui se charge de cette mission. Ses fils Yuto, 8 ans, et les jumeaux de 3 ans, Shunta et Hinata, dorment tous dans la même pièce, à même le sol, sur un futon. Le quartier où vit la famille Sakyo est un quartier résidentiel de classe moyenne. Mais comme partout à Tokyo, la place manque et tous les moyens sont bons pour en gagner. Des immeubles très hauts, des magasins souterrains et des logements très petits. Pendant que les jumeaux se préparent, Masako peut rouler les futons et redonner à la chambre sa configuration de la journée. Les futons sont l'une des nombreuses astuces que les Japonais ont trouvées pour répondre à ce problème de place.
Une sorte de matelas d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, conçu pour être étendu directement sur le sol. Les lundis, les garçons se lèvent particulièrement tôt. Et il n'est pas rare qu'ils somnolent un peu devant la télévision en attendant le petit déjeuner. Car le lundi est la seule occasion de la semaine pour eux de voir leur père. Takeshi a 33 ans. L'entreprise dans laquelle il travaille depuis 8 ans est implantée à plusieurs heures de transport en commun. Il ne rentre donc à la maison que le vendredi soir pour passer le week-end en famille. Beaucoup de pères de famille japonais sont dans son cas. Rien d'anormal pour le pays où plus des 3/4 des employés se disent quasiment mariés à leur entreprise. La maison des Sakyo ne comporte que 4 pièces. Une pièce principale qui fait cuisine et salle à manger, 2 chambres, une pour les enfants et une pour les parents, et une salle de bain. C'est une maison moderne, comme beaucoup de maisons actuelles. Mais certains quartiers de la ville abritent encore des maisons traditionnelles. Leurs cloisons coulissantes, recouvertes de papier de riz, laissent pénétrer la lumière et permettent de moduler l'espace. Masako doit gérer seule la maison, ce qui ne l'empêche pas de travailler. Elle est enseignante en maternelle. Chaque matin, Masako prépare le petit déjeuner, constitué pour l'essentiel de boulettes de riz, de légumes et de poissons ou de viande grillée. Elle cuisine également pour son déjeuner. Les garçons sont pris en charge par la cantine de leur école, mais ce n'est pas son cas. Elle doit se confectionner un bento, un plat unique, traditionnellement empaqueté dans une boîte à compartiment du même nom. Au Japon, difficile d'imaginer un employé partant au travail sans son bento et sa bouteille de thé. Avant de passer à table, petit cours de maniement des baguettes. Tenir la première baguette comme un crayon. Mettre la seconde baguette entre le majeur et l'annulaire. Cette baguette reste immobile, tandis que seule bouge la première. Et oui, manger avec ces ustensiles n'a rien d'inné. Mais pour s'entraîner, les Japonais ont des astuces. Comme ce modèle réservé aux jeunes enfants. Il est extrêmement difficile pour une femme japonaise de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et Masako est presque une exception. Les femmes représentent un peu moins de la moitié des salariés, mais moins de 5% des cadres japonais. À fonction égale, elles sont beaucoup moins bien payées que les hommes. Et pour ne rien arranger, elles sont presque obligées de démissionner lorsqu'elles ont un enfant. Pour certains Japonais, le rôle d'une femme est encore de faire des enfants et de s'en occuper. Pourtant, dans le Japon contemporain, l'égalité des sexes est légalement reconnue. La législation familiale égalitaire est, depuis 1945, très proche de celle des États-Unis. L'avortement est autorisé. Mais il existe encore un décalage entre législation et pratique sociale. Ainsi, la pilule contraceptive n'a été autorisée au Japon qu'en 1999. Le bien-être individuel passe d'abord par celui de la communauté. Ainsi, chacun prend soin avec application de l'entretien de son bout de trottoir. Et Masako transmet ses valeurs à ses enfants. Ok. Yuto prétexte d'autres obligations pour s'échapper.
Il est concertiste amateur et va prochainement se produire en public. Au même titre que la ponctualité, les règles de savoir-vivre et de politesse sont toujours aussi primordiales dans la société japonaise. Après les travaux domestiques, pendant que Masako se prépare, les enfants ont généralement un peu de temps pour jouer avant de partir à l'école. Les jumeaux se défoulent à la japonaise. Une société où les jeux, au même titre que les mangas, sont souvent de bonnes échappatoires au conformisme. Le dessin a une place très importante, comme les kawaii, ces petits personnages littéralement mignons. Ils sont utilisés même à des fins qui, dans d'autres pays, sembleraient anachroniques ou révélateurs d'un manque de maturité. Cette culture kawaii est largement véhiculée par les jeux vidéo, les dessins animés. À cette heure, des millions de Japonais sont dans les transports en commun. Le balai des trains et métros, l'infrastructure de transport sur plusieurs niveaux, reste un signe du dynamisme de la capitale japonaise. La crise économique qu'a traversé le Japon à la fin des années 1990 a renforcé l'attachement des Japonais à leur travail, lien qui commençait à se distendre dans la nouvelle génération. Mais les Japonais ont pour la première fois découvert le chômage et la précarité. Enfin, tout cela est à relativiser. 4% de chômage, une catastrophe pour eux, qui semblerait une réussite chez nous. Chez les Sakyo, Yuto prépare son cartable. C'est son école qui le lui fournit. Les élèves japonais suivent successivement, comme en France, 3 cycles. L'école primaire, de 6 à 12 ans, le collège, de 12 à 15 ans, et le lycée, de 15 à 18 ans. Presque toutes les écoles publiques sont mixtes. Le port de l'uniforme est encore obligatoire dans une bonne partie des lycées et dans certaines écoles, mais cette pratique tend à diminuer, surtout dans les établissements publics. Les enfants se regroupent pour aller à l'école par 3 ou par 4. Leur parcours est défini par la mairie, qui assure ainsi un circuit sécurisé. Les enfants de première année portent une casquette jaune afin que les passants, les parents, puissent les identifier et être plus attentifs à eux durant leur trajet. De son côté, Masako conduit en vélo les plus jeunes à la maternelle. Leurs routes croisent des parcs qui brisent la monotonie du béton. Le préféré de la famille est l'un de ceux où l'on vient pour admirer des bonsaïs. Certains ont plus de 700 ans. L'art du jardin est un art millénaire au Japon, un art d'origine chinoise. La culture japonaise a les mêmes racines que celles de son voisin, mais à l'image de son écriture, elle a évolué dans des directions spécifiques. Masako poursuit son chemin dans les petites rues de quartier qui n'ont rien à voir avec les grandes avenues. Ici, 2 voitures peuvent difficilement se croiser. Cachés derrière les grandes rues et les buildings, ces quartiers mènent une vie tranquille. Les résidents sont en majorité des personnes âgées. Le Japon doit faire face à une grave crise démographique. 20% des Japonais ont plus de 65 ans. Et pour la première fois, en 2005, le nombre d'habitants dans le pays a diminué. À Tokyo, le taux de fécondité est passé en dessous de la barre de 1 enfant par femme. C'est rush hour, l'heure de pointe. Les salaryman, les cols blancs, se pressent vers l'entrée des bureaux. Aujourd'hui, plus de la moitié des entreprises offrent un congé parental. Mais rares sont les employés qui osent en profiter réellement.
Yuto est arrivé à proximité de l'école. Au carrefour, des employés municipaux font traverser les enfants. Masako approche à son tour. Les enfants sont très protégés au Japon. La rue qui mène à l'école est même interdite à la circulation. Paradoxalement, à l'école, la compétition fait rage entre les élèves. Le système est peut-être trop élitiste, mais il permet au pays d'afficher le plus haut taux d'alphabétisation au monde. Pour Yuto, il est temps de rentrer en cours, de se dire au revoir et bonne journée. Un petit matin sur l'Indonésie, un petit matin sur Bali. Bienvenue dans le centre de cette île à part parmi les milliers de l'archipel volcanique que compte l'Indonésie. Bienvenue dans le village de Kedizan, chez la petite Madé, 9 ans, qui vit avec ses parents, ses sœurs de 15 et 5 ans, et partage sa chambre avec sa grand-mère Wayan. Madé signifie la seconde en balinais et est un prénom particulièrement répandu dans l'île, tout comme Wayan, qui lui signifie l'aîné et est le premier prénom de sa sœur et de sa mère. Madé est réveillée chaque matin par sa grand-mère qui veille particulièrement sur elle. À peine debout, elle sort pour faire sa toilette à l'extérieur. Pas d'eau chaude, mais le climat de Bali est tropical et l'eau chaude pas vraiment nécessaire pour se laver. La maison dispose aussi d'une salle de bain, une petite pièce de 2 mètres sur 3 située à l'ouest de la maison, le côté impur. Les maisons balinaises sont généralement constituées d'un ensemble de petits bungalows disséminés dans un jardin plutôt qu'une grande bâtisse. À chaque direction, sa fonction. Les chambres sont au nord, à l'ouest et au sud, celles des affaires profanes. Et à l'est se trouve le bungalow qui sert aux fêtes familiales. Et un peu plus loin, celui dédié aux cérémonies religieuses. Contrairement aux apparences, cette maison est en plein milieu du village, entourée par des voisins au nord comme au sud. Chacun vaque à ses occupations. Le maître mot de la vie familiale, autonomie. Après sa toilette, Madé enfile généralement son uniforme d'écolière. Elle en a 2 différents à revêtir en fonction des jours de la semaine et des occasions. Le bleu au motif à fleurs est celui qu'elle préfère, car c'est le moins sévère. L'autre est celui que porte Wayan, veste et jupe à l'aspect plus militaire et dont les couleurs de fanion reprennent celles du drapeau national indonésien. Madé est très coquette. Elle se frotte le corps et les cheveux chaque matin avec de l'huile de coco qui est très utilisée pour ses qualités cosmétiques. La coiffée constitue toujours toute une histoire. Chacun se relaie pour essayer de la contenter. Mais finalement, généralement, il n'y a qu'elle pour savoir vraiment ce qu'elle veut. Bali est située entre les îles de Java et de Lombok. Elle fait partie des petites îles de la Sonde. Grâce au volcan, la terre y est très fertile et les habitants n'ont jamais eu à souffrir de la faim. Depuis la nuit des temps, sa douceur de vivre et sa beauté l'ont fait surnommer l'île des dieux. Ses préparatifs terminés, Madé révise chaque matin ses leçons avec sa sœur. Les 2 filles sont complices et l'aînée prend souvent le temps d'expliquer à la cadette.
À Bali, l'enseignement est identique à celui de toute l'Indonésie. À une nuance près et de taille, l'île est majoritairement hindouiste, contrairement au reste du pays, qui est le plus grand pays musulman du monde. D'ailleurs, chaque matin, Madé n'oublie jamais de faire une offrande aux dieux. Quelques fleurs choisies avec soin et disposées dans une coupelle honoreront ces dieux. Ces offrandes sont quotidiennes. Les dieux doivent être priés chaque matin, les ancêtres tous les jours, et même les humains peuvent être invoqués de temps en temps. Le temple familial, le Sangha, est situé à l'est de la maison. C'est le point cardinal sacré pour l'hindouisme, mais aussi la direction du volcan qui tient une place importante dans les rituels balinais, toujours empreints d'animisme. Madé prie la Trinité. Brahma, dieu de la création, Vishnu, dieu protecteur, et Shiva, dieu destructeur ou de la régénération. Quelques grains de riz, pétales de fleurs, épices, disposés harmonieusement, suffisent à faire le plaisir des dieux, mais aussi celui de l'œil du visiteur. Chaque matin, les femmes revêtues de leur sarong et de leur ceinture de cérémonie forment presque un ballet merveilleux et quotidien. Les offrandes repoussent les mauvais esprits. À peine posés, les dieux les mangent. Mais souvent, ils ne sont pas les seuls. Rien ne se perd. Les offrandes sont généralement placées dans des petits paniers tressés. Grâce au conseil de sa grand-mère, Madé est une experte dans leur fabrication. Wayan a plus de mal, et Madé est fière de lui prodiguer quelques conseils. La vie commence tôt dans l'île. À cette heure, chacun vaque déjà à ses occupations et certains sont déjà lancés sur les routes. La mère de Madé et Wayan ouvre sa boutique qui est située à l'une des extrémités du jardin, au bord de la route. C'est une épicerie, auberge, bazar, fourre-tout, comme on en trouve un peu partout à Bali. Un warung, le centre de la vie sociale, de la vie de quartier. Ici, tout le monde vient faire ses emplettes, boire un thé ou encore grignoter quelque chose. Les Balinais mangent le plus souvent en dehors de chez eux. Il n'y a pas vraiment d'heure pour les repas, et encore moins de repas en famille. Chacun mange quand il a faim, quand il veut, et là où il se trouve. Les filles viennent prendre leur petit déjeuner. C'est ce commerce qui fait vivre la famille, et tout le monde participe à son fonctionnement. Les filles aussi, quand elles n'ont pas école. La grand-mère prépare le repas du jour, une recette à base de fougères. Ce sera le plat du jour pour les clients, mais aussi celui dans lequel chacun des membres de la famille viendra piocher au gré de ses envies. Il sera servi, comme tout ici, accompagné de riz. Comme partout en Asie, le riz est au centre de l'alimentation balinaise. Il est omniprésent dans la vie quotidienne, dans les rituels, la culture et jusque dans la topographie, à travers la manière dont les rizières en terrasse ont façonné le paysage. Les habitants ont tous leur lopin, une sawa, qu'ils cultivent en s'entraidant. À cette heure, le père de Madé est d'ailleurs parti y travailler. Tous appartiennent à une subak, sorte de société d'irrigation qui gère l'alimentation en eau de chaque parcelle. Le père va bientôt rentrer pour accompagner ses filles et il est temps d'accélérer le mouvement. Leur mère leur remet de quoi acheter un déjeuner au warung, les shops identiques à la sienne situées près de l'école. Alors qu'elle guette son père, Madé découvre qu'en fait, ce matin, il n'est pas parti travailler au champ. Il s'est installé tôt dans son atelier de sculpture pour terminer une pièce. Sans doute est-il en retard pour la livrer. À l'époque des moissons, il a généralement du mal à tenir son carnet de commandes de sculpteur, toujours bien rempli. Et il n'est pas le seul. Presque tous les villageois travaillent aussi comme sculpteurs sur bois. Les Balinais ont cette tradition de l'artisanat d'art et sont particulièrement doués. Chacun a sa spécialité.
Au village, c'est le Garuda baliné, un aigle, symbole très important dans la trinité hindouiste. Cet animal est véhicule du dieu créateur, Vishnu. Sa représentation est accrochée à toutes les maisons. Mais sur Terre, le moyen de transport préféré des balinés reste le 2 roues. Madé et Wayan, ce matin, sont accompagnées par leur père. Mais elles vont aussi régulièrement en classe à pied. Là où elles mettent quelques minutes motorisées, il leur faut près de 30 minutes si elles doivent emprunter le sentier à travers la campagne. Elles marchent alors en groupe et traversent des rizières, des ponts, des petites forêts. Sur les routes de Bali, les 2 roues sont omniprésents. Ils servent au transport des individus, des familles et même parfois des animaux et de charges monumentales. Le casque reste en option, mais les accidents pas si fréquents finalement. Les voitures sont très rares, car presque inaccessibles financièrement pour la majorité des familles. Les transports en commun quasi inexistants ou particulièrement lents et incertains. Alors dès qu'il mesure la taille qui lui permettrait de conduire, chaque baliné rêve de posséder un 2 roues. L'Indonésie est une nation jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Scolariser tous les enfants tient parfois de la gageure. Mais les autorités réussissent plutôt bien, au prix, il est vrai, de classes surchargées. L'éléphant Ganesh accueille chaque matin Madé à son arrivée devant l'école. À l'intérieur de l'enceinte, Shiva veille sur les élèves. Grâce au trajet en mobilette, Madé a gagné un peu de temps ce matin et elle peut jouer avec ses amis avant de rentrer en cours. Sa sœur est partie de son côté car elle n'est pas dans la même école. Ici, pas question d'école laïque. Quand le prêtre arrive pour les offrandes aux dieux, les enfants le saluent avec bonheur. Tous le connaissent, car il anime chaque matin la prière qui précède les cours. Les enfants participent activement. Mais c'est là une toute autre histoire, bien loin de la nôtre. Et la sonnerie retentit. Alors il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour un autre petit matin. Un petit matin sur l'Australie. Un petit matin sur Bondi. Bienvenue dans ce quartier de Sydney, célèbre pour sa plage et ses vagues. Bienvenue dans la famille d'Oscar, 6 ans, de son frère Taigi, 3 ans, et de leur mère, Sarah. Chaque matin, c'est Oscar qui se lève le premier dans la maison. Pour jouer, il ne perd jamais un instant. Alors sans attendre, il allume la lumière, réveille son frère et sort les jouets. Leur mère dort encore profondément et les 2 garçons en profitent pour faire ce qui leur plaît.
Lorsque Sarah arrive dans le salon, Oscar est souvent occupé à dessiner ou terminer des coloriages. Sa mère est architecte. Elle aussi dessine beaucoup. Et c'est sans doute pour cela qu'elle ne l'interrompt pas et file directement dans la cuisine. Sarah commence par préparer le petit déjeuner. Les enfants sont levés depuis presque une demi-heure, affamés et impatients d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. En Australie, le breakfast est le repas le plus important de la journée. Des premiers colons venus s'installer sur cette île en forme de continent, la population a conservé un mode de vie à l'anglo-saxonne. Au menu ce matin, du muesli mélangé avec du lait. Sydney n'est pas la capitale du pays, c'est Canberra. Mais Sydney est la plus grande des villes d'Australie, avec plus de 4 millions d'habitants et certainement la plus célèbre. Elle doit en partie sa renommée à son site époustouflant, une baie en forme de main où chaque doigt abriterait un quartier. Et Bondi est l'un de ces quartiers. Parmi les plus connus, Bondi est célèbre entre autres pour sa plage, qui est un endroit de renommée mondiale pour ses vagues, parfaite pour le surf. Mais c'est aussi un quartier cosmopolite qui abrite près de 100 000 habitants. Ici, tout le monde pratique le surf, un sport né à Hawaï, de l'autre côté du Pacifique, mais qui a connu un engouement phénoménal en Australie. Oscar s'habille rapidement dans sa chambre. Il met son uniforme. Ici, ça se résume à un polo et un short. Puis il fait des jeux de logique sur l'ordinateur de sa mère. Et là, personne n'a rien à redire, car ces jeux sont des programmes éducatifs d'initiation aux mathématiques. I've got 2 bronze medals. Chaque matin, avant de partir en classe, Oscar joue aussi un peu de violon. Il aime pratiquer cet instrument qui lui est enseigné à l'école. Son frère se moque un peu de lui, et parfois il n'a pas complètement tort, vu que question musique, ce n'est pas encore tout à fait ça. Oscar fait quelques gammes pendant que sa mère prépare le repas de midi des garçons. Un snack à base de fruits secs, bananes et barres chocolatées. Sarah voit en son fils un artiste, comme son père, Mark, qui est acteur. Un père absent, car les parents d'Oscar et Taïgin sont séparés. Sarah joue quelques instants avec Taïgin avant de l'habiller. Les enfants sont souvent rois en Australie et elle a souvent du mal à se faire respecter par ses garçons. Taïgin lui aussi aimerait faire de la musique. Mais pour le moment, il doit se contenter de percussions. Quoique les répétitions d'Oscar se terminent en mini-concerts improvisés auxquels participe toute la famille. En avant la musique. La mère est au piano, Oscar se concentre sur son archet. Bon, c'est pas encore ça, mais on progresse. 1, 2, 3, 4. Beautiful. Now can I watch TV? No. Okay. That wasn't very long, gosh. Hey, 1, 2, 3, 4. Okay, D. Après la musique, le sport. Oscar fait régulièrement du yoga. Non, pas la version du maître lambda, mais celle enseignée par son petit livre « Yoga pour les enfants » qu'il a reçu pour son anniversaire. Le sport, tous les sports, ont une part très importante dans la culture australienne.
Le culte du corps est omniprésent dans un pays où l'on passe beaucoup de temps en short ou en maillot de bain. Les Australiens ont donc la forme et pour cela pratiquent énormément, peut-être encore plus que les Américains et certainement plus que les Français ou les Européens. Le matin tôt, dès l'aube, à l'heure où blanchit l'océan, ils partent. La plage est le lieu de ralliement pour pratiquer fitness, natation, jogging. Le yoga est un bon échauffement pour Oscar. Ce matin, il y a foot dans le jardin. Son père est passé faire un coucou au garçon et Taïgin joue déjà avec lui. Les parents séparés entretiennent de bonnes relations. Et lorsqu'ils ne sont pas chez lui, le père vient régulièrement partager un peu de temps avec ses enfants. Ah! Oh no! Oh no! Goal! Goal. Whoever gets the second goal. À cette heure, Bondi s'agite. C'est le printemps dans l'hémisphère sud. Et tout est inversé. Saison comme vacances scolaires. Sydney est une grande ville. Mais ici, on vit beaucoup par petites communautés. Chaque quartier a son identité, son autarcie. Les Australiens ont plutôt le caractère indépendant, pionnier. Un trait qu'ils doivent sans doute à la nature du pays. La douceur de la côte fait facilement oublier qu'il suffit à peine de faire 200 km vers l'intérieur des terres pour se retrouver en plein désert, en plein Far East. Départ en trottinette pour l'école. Pour une mère seule, gérer 2 enfants en bas âge n'est pas une mince affaire, en Australie comme ailleurs. Chaque matin, Sarah s'engage dans un véritable marathon qui ne s'achèvera que lorsque les garçons seront tous deux enfin à l'école. Et Oscar, qui dévale à toute vitesse les rues en pente qui conduisent à la plage, ne fait rien pour calmer le jeu. Oui, mais Oscar adore la trottinette et tous les sports de glisse. D'ailleurs, certains matins, son père l'emmène avec lui au skatepark, situé juste derrière la plage. Marc n'a pas oublié le temps où il pratiquait ce sport ici même, sur les mêmes rampes en béton qui font aujourd'hui la joie de ses fils. Marc a même conservé un skate, au cas où. Mais Oscar est plus à l'aise sur sa trottinette que sur cette planche. Les sports de glisse sont les sports les plus prisés par les Australiens. Mais parmi eux, le surf tient une place vraiment à part. C'est presque une religion nationale. De 7 à 77 ans, tout le monde glisse sur les vagues. Ou tente. Rien d'étonnant alors que beaucoup parmi les grands champions de cette discipline soient australiens. Les conditions sont parfaites sur ces plages. Seuls les requins blancs viennent parfois jouer les troubles-fêtes, malgré les filets censés les retenir au large. Les lifeguards, maîtres nageurs qui surveillent ces ébats, ont acquis leur lettre de noblesse ici. Le club de sauvetage de Bondi Beach a été le premier au monde. Sa fondation remonte à 1907. Oscar et Taïgin s'initient donc eux aussi au surf certains matins. Et il n'y a pas de meilleur professeur que leur père. Taïgin observe son frère et ne semble pas pressé de le rejoindre sur la planche. Dans le ressac, Oscar essaie, mais n'est pas vraiment très à l'aise. Et oui, en dépit des apparences, ce n'est pas une journée de vacances à Sydney, c'est une journée de travail comme les autres. La plage va bientôt se vider de tous ceux qui partiront rejoindre leur bureau avant d'y revenir en fin de journée. Pour un barbecue, quelques exercices, un ride de surf ou simplement quelques minutes de soleil en plus. Oscar approche de son école. En route, il retrouve fréquemment d'autres enfants qui vivent dans le quartier. Il fréquente une école publique. Les enfants vont en classe le matin.
Les après-midi sont réservés aux activités extrascolaires. Et oui, encore et toujours du sport, la vie au grand air. Les voici arrivés devant l'école. Ils sont un peu en avance ce matin. Ils doivent patienter devant. Oscar en profite pour commencer à bavarder avec l'un de ses copains. Mais c'est là une toute autre histoire, bien loin de la nôtre. Alors il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour un autre petit matin. Un petit matin sur le lac Titicaca. Un petit matin sur la Bolivie. Bienvenue à Chaya, sur l'île du Soleil, dans la partie bolivienne du lac le plus grand et le plus haut d'Amérique du Sud. La famille Mimina vit à plus de 3800 mètres d'altitude dans une maison un peu à l'écart du village, au bord d'une crique. Les enfants sont 6, 3 garçons, 3 filles. Célia, la plus jeune, a tout juste 10 ans. Les enfants se partagent 2 des 3 chambres de la maison, la dernière étant réservée aux parents. À peine levé, le premier réflexe est d'enfiler d'autres épaisseurs par-dessus sa tenue de nuit. On prend vite froid à cette heure et à cette altitude. La température moyenne, été comme hiver, tourne autour de 8-9 degrés. Chez les femmes, toute tenue commence avec la ceinture, la waka, qui se pose avant même les jupons successifs, et la robe extérieure, la pollera. C'est elle qui maintiendra l'ensemble. À l'heure de la toilette, les choses se font ici de manière plutôt succincte. Cela étant, le robinet d'eau courante de la cour est un vrai confort. Le réseau d'eau courante a pu être installé grâce à la solidarité des habitants de l'île. Tous s'astreignent à des corvées d'intérêt général et d'entraide, telles que l'installation des canalisations ou la construction des maisons des habitants. Pour l'essentiel, les matériaux sont basiques, des briques de boue séchée, un peu de bois, des chaumes ou de la tôle ondulée. Les animaux vivent en liberté dans le village, et certains y prennent leurs aises. Chaque famille élève en général cochons, vaches, poules pour se nourrir et un âne pour se déplacer, car il n'y a pas de véhicule sur l'île. Après la toilette au robinet, chacun est parti vaquer à ses occupations. Célia passe en dernier, elle en est encore à la coiffure. Elle utilise pour brosser ses cheveux le peigne traditionnel, le charkhana. Les cheveux des jeunes femmes de la région se portent toujours longs et tressés en nattes épaisses. Pendant ce temps, sa mère, Julia, commence à préparer le petit déjeuner. À la base de tout repas dans les Andes, il y a des pommes de terre, des fèves et du maïs. Il existe plus de 200 variétés de pommes de terre qui sont originaires de ces hauts plateaux.
Pour être conservés plus longtemps, les aliments traditionnellement sont déshydratés. Une technique qui remonte à la nuit des temps, à la culture inca et aymara qui lui a succédé. Pommes de terre, maïs, ces légumes qui nous semblent anodins ont été rapportés d'Amérique du Sud par les Espagnols après la Conquista. Ils ont permis à l'Europe de quasiment en finir avec les famines qui balayaient régulièrement le continent. Le menu de choix comprend aussi cochons d'Inde. Dans les Andes, ils vivent souvent comme des animaux domestiques dans les cuisines, se nourrissant des miettes. Et ils finissent dans les casseroles lorsqu'ils sont bien gras. Il est encore tôt, mais dans ces montagnes, le soleil est déjà haut sur l'horizon. L'heure de conduire les troupeaux de moutons dans les pâturages. Le climat est très sec à cette altitude, mais les moutons se sont plutôt bien acclimatés à ce paysage de rocailles et à une nourriture sèche et rare. Sur le lac, les premiers bateaux prennent le large. Chaque matin, ces petits navires partent relever les filets posés non loin du rivage à la tombée de la nuit. C'est l'une des occupations favorites de Célia. Dans la plupart des familles, les plus jeunes partent seuls, à condition de rester à proximité des berges. Seuls les aînés, frères ou pères, s'aventurent au large. Les eaux du Titicaca sont réputées dangereuses en raison des coups de vent violents et inattendus sur le lac. La famille vit de la pêche et de la culture. Mais les mailles des filets sont chaque année un peu plus serrées et pourtant, elles ramènent toujours moins de poissons. L'exploitation des ressources du lac atteint aujourd'hui ses limites. Une situation préoccupante qui anime régulièrement les débats lors des réunions mensuelles de la communauté autour des pluvieux. Le poisson est au centre de la cuisine aymara. Une douzaine d'espèces peuplent le lac. La préparation commence par la sauce. Légumes, plantes, graines sont concassés sur el batar, la pierre prévue à cet effet. Les ustensiles utilisés pour faire la cuisine sont rudimentaires. Il n'y a bien sûr aucun appareil électroménager. L'électricité est utilisée uniquement pour s'éclairer ponctuellement. Elle est produite grâce à un petit groupe électrogène. Une fois la poudre épicée obtenue, elle est mélangée au poisson. L'ensemble est ensuite cuit à l'étouffée sur des pierres brûlantes. Ces pierres chauffées ont d'ailleurs donné son nom à la recette. En aymara, la langue parlée sur l'île et dans la famille, kalawara signifie littéralement « poser sur la pierre ». Toute la famille se retrouve pour quelques instants à table, partageant les poissons préparés, pommes de terre et maïs grillé. Puis les filles ont quelques instants pour elles. Elles jouent généralement à la dinette et à la poupée dans la cour de la maison où elles installent une tente. Les enfants ont peu de jouets et lorsqu'ils ne s'en servent pas, ils sont rangés méticuleusement pour ne pas être abîmés. Les filles jouent comme toutes les autres petites filles à la poupée et à la dinette, avec cet avantage que leurs longues robes sont bien pratiques pour transporter les tasses et les soucoupes. L'uniforme de l'école est une simple blouse à enfiler par-dessus les autres robes. Tous les vêtements de la famille sont faits à la main. Ils sont donc rares et doivent résister longtemps. Si les pères transmettent aux enfants leur savoir-faire en matière de pêche ou d'agriculture, les mères apprennent à leurs filles le filage,
le tissage et la couture. Des connaissances indispensables, car tout est transformé sur place. La laine des moutons est d'abord tondue, lavée, préparée et filée. De sa qualité, de celle du tissage, dépendra la solidité et la chaleur des vêtements. Octobre approche et les travaux agricoles vont pouvoir commencer puisque nous sommes dans l'hémisphère sud. Il faut bêcher, retourner la terre des parcelles qui sont exploitées une année puis remises en jachère pendant les 7 années suivantes. Les champs seront prêts à temps, mais la pluie risque encore de se faire désirer cette année. Et si la situation vient à se prolonger, il ne restera pour conjurer les éléments qu'à demander aux filles d'aller chanter des prières au sommet de la montagne. L'heure du départ a sonné. Il est temps pour les filles de préparer leur cartable. Enfin, la version minimum de cet accessoire indispensable à chaque écolier. Un sac en plastique ou une simple couverture sert le plus souvent à emballer leur maigre fourniture. Les livres en espagnol, langue enseignée à l'école, sont prêtés par le gouvernement, qui offre également à chaque enfant les quelques cahiers et crayons nécessaires. Il n'y a qu'une école sur l'île vers laquelle peu avant 8 heures convergent tous les enfants. Elle est située dans le centre du village, près des embarcadères qui relient l'île à la côte. Célia et sa sœur ont rarement plus d'1 quart d'heure de marche sur le sentier de pierre qui longe la berge et passe par un petit col. Sur la route, elles croisent les ruines d'un passé entre histoire et mythologie. La même où elles viennent parfois prier pour la pluie. Ce sont des vestiges archéologiques incas. Les empilements de pierres marquent tantôt l'emplacement d'anciennes habitations, tantôt des lieux sacrés. Les premiers habitants connaissaient l'Isla del Sol, île du soleil, sous le nom de Titicaca, rocher du Puma, d'où dérive le nom de Titicaca. L'île constitue le berceau de plusieurs êtres vénérés, comme le soleil, et fait part de l'histoire de la création pour la plupart des Aymaras et des Quechua péruviens et boliviens. Et le temps continue de s'écouler différemment sur l'île. Certains élèves n'arriveront pas avant 15 ou 30 minutes, voire n'entreront qu'1 heure après le début officiel des cours. Mais c'est là une toute autre histoire, bien loin de la nôtre. Alors il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour un autre petit matin. Un petit matin sur le Cambodge. Bienvenue à Prektoal, village lacustre sur les bords du lac Tonlé Sap, au centre du pays, le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Pendant la saison humide, il absorbe la crue du Mékong, le fleuve qui arrose la péninsule indochinoise des montagnes de Thaïlande jusqu'au delta, au Vietnam. Dans cet univers lacustre, royaume des oiseaux et des pêcheurs, vit la famille Sotoal. Lina a 8 ans et sa grande sœur, Shali, a 13 ans. Les 2 filles partagent la même chambre et aussi le même lit, comme beaucoup d'enfants d'un pays où la natalité reste forte, près de 5 enfants par femme. Chaque matin, vers 6 heures, c'est Hak, leur père, qui vient les réveiller. C'est la seule occasion pour les filles de le voir, car il part aussitôt travailler. Avec plus d'1 tiers de la population en dessous du seuil de pauvreté, les enfants cambodgiens doivent souvent se débrouiller seuls. Dans leur maison flottante, une adaptation pratique au changement du niveau de l'eau selon les saisons. Il n'y a pas de salle de bain ni d'eau courante.
Pour se laver les dents et le visage, une simple bassine suffit. L'hygiène est rudimentaire, mais les gestes essentiels sont déjà là. Pour le bain du soir, les filles plongent directement dans l'eau pour se rincer. Sur le lac, les parents apprennent aux enfants à nager très tôt, dès 2-3 ans. Ils utilisent une tige de bambou pour les guider et les aider à flotter. Pendant ce temps, Bofa, leur mère, prépare le petit déjeuner. La cuisine se prépare sur un équipement rudimentaire. Un simple feu de bois dans un bidon. Au menu, des œufs durs, quelques crevettes grillées et du riz. Au Cambodge, chacun mange de son côté, au gré de sa faim. Il n'y a pas d'horaire ni repas en famille. Côté recette, le riz est souvent préparé, non gonflé, à peine cuit et croquant. Lina et sa sœur s'installent à même le sol. Soupe, nouilles, porc, bœuf, poisson, légumes et fruits sont la base de la cuisine cambodgienne. Une cuisine très variée, car le Cambodge était autrefois un vaste royaume qui regroupait de nombreuses ethnies. Cette cuisine mêle des influences chinoises, vietnamiennes, thaï, en moins épicées toutefois pour cette dernière. Les plats servent aussi d'offrandes faites aux dieux lors des cérémonies religieuses. Lina, depuis quelques semaines, a accueilli un nouveau compagnon dans la famille. Un petit chien donné par des voisins. Au départ, les parents n'étaient pas vraiment d'accord, car un chien sur une maison flottante, ce n'est pas vraiment simple. Mais Lina a promis de s'en occuper, et chaque matin, c'est elle qui lui donne à manger. Tout autour, le village s'éveille. Lina et Shalia sont plutôt des privilégiés, car toutes les familles ne vivent pas dans des maisons flottantes. Certaines n'ont qu'un bateau. Moins confortable, mais plus pratique pour se déplacer au changement de saison. Car à la saison sèche, le lac rétrécit, et une grande partie de la population doit s'installer dans les rivières qui l'alimentent. Elles reviennent au retour des pluies, lorsque la forêt avoisinante est à nouveau inondée, et la superficie du lac multipliée par 4. Ces déplacements sont indispensables, car les changements de niveau de l'eau provoquent des courants violents et des vagues qui peuvent atteindre 3 mètres de haut. Chez les Sotoal, une embarcation vient d'accoster. C'est une voisine qui vend du poisson. Les villages sur le lac vivent en quasi-autarcie. La pêche dans cette zone, avec environ 50 000 tonnes de poissons rien que pour le Grand Lac, fournit plus de la moitié des ressources en protéines du Cambodge. Mais l'absence de surveillance et de réglementation, l'exploitation incontrôlée de la forêt inondée semble provoquer une baisse de la productivité. Les crocodiles qui vivent dans un enclos ont senti l'odeur du sang. Il ne faut pas traîner. La cloche de l'école sonne à 7h15. Dans la maison familiale, peu de placards, comme de mobilier. Les vêtements sont entreposés dans des sacs en plastique pour les protéger de la poussière et de l'humidité. Lina enfile son uniforme d'écolière. Tous les élèves ont un uniforme au Cambodge, fourni par l'école. Il assure un minimum d'égalité dans l'apparence, entre les plus pauvres et les plus riches. Aux enfants d'en prendre soin. Pour se coiffer, les filles ont un salon de coiffure à domicile. Car la maison familiale est un peu le centre commercial du village, sans véritables horaires d'ouverture ou de fermeture. Ici, les habitantes peuvent venir se faire une beauté ou se fournir en tout et en rien.
produits de première nécessité, vêtements, lampes à pétrole, chaussures, un vrai bazar. Pour faire face à la demande, les parents ont même aménagé un bateau en boutique itinérante. Une énergie commerciale à l'image de l'économie dynamique du pays, avec 7% de croissance annuelle. Grâce à son dynamisme, la famille Sotea peut offrir aux enfants un niveau de vie supérieur à celui du voisinage. Une fois prête, Lina vérifie toujours qu'elle a bien toutes ses fournitures dans son cartable. Car une fois partie, pas question de faire demi-tour. Ce sont les enseignants qui fournissent aux enfants au début de l'année de quoi travailler. Un cartable avec des crayons, une gomme, un cahier de brouillon. Dans le domaine de l'éducation, le Cambodge tente de rattraper son retard et de compenser les faibles moyens d'une population à 80% rurale. Mais près d'un tiers des Cambodgiens est encore illettré et plus de la moitié des enfants ne sont pas scolarisés pour des raisons structurelles. Depuis une quinzaine d'années, le village a considérablement grossi. La surpopulation autour et sur le lac a des conséquences néfastes. La principale menace est la déforestation des environs. Le bois est la matière première par excellence. Il sert au chauffage, à la construction des maisons, des bateaux, des pièges à poissons. La pollution de l'eau est également un problème croissant. Toutes les maisons, villages et villes, jusqu'à Phnom Penh, la capitale, déversent leurs ordures directement dans le Mékong, sans aucun traitement. Aïe, voilà le moment que Lina redoute le plus. Chaque matin, les filles ont pour mission de nourrir les crocodiles qui vivent dans l'enclos qui jouxte la maison. Lina n'aime pas beaucoup ces animaux, et encore moins l'odeur des vieux poissons que Chalia leur donne en pâture. L'élevage des crocodiles ne fait pas vraiment partie de la culture traditionnelle au Cambodge. Mais cette activité récente est en plein développement. Les peaux sont exportées pour les besoins de l'industrie du luxe et assurent aux familles un revenu de complément. Il est temps de partir. Un rapide au revoir de leur mère, trop affairée pour leur consacrer plus. L'école se trouve à 1,5 km de la maison pendant la saison des pluies. Un trajet qui n'a rien d'inhabituel au Cambodge, dans les régions enclavées. Dans les campagnes, les efforts du gouvernement ont tout de même permis de faire augmenter la scolarisation de 120% au cours des 5 dernières années. Chalia est une bonne rameuse. Sur le chemin, le village est déjà au travail. Les pêcheurs utilisent plus de 70 techniques pour capturer le poisson. Filets, nasses, harpons. Les pièges utilisés vont du plus simple au véritable barrage flottant, le dai. Le dai est un piège traditionnel formé de radeaux de bambou ancrés sur le fond. Chalia profite souvent du parcours pour apprendre à ramer à sa sœur. Plus que le moteur, ici, tout le monde utilise la rame pour se déplacer. Un passeport indispensable pour l'autonomie et l'indépendance, qui est aussi l'un des combats des femmes cambodgiennes. Les filles sont déjà 48% en maternelle et en primaire, 42% au collège et 36% au lycée. Mais héritage du passé et de la guerre, elles restent encore souvent asservies aux hommes et cantonnées à des activités vivrières. Sur le lac, les habitants ne possèdent pas de terre pour cultiver. Ils fabriquent des jardins aquatiques. Le lac sert aussi à la culture du riz flottant. Cette variété de riz peut atteindre jusqu'à 9 ou 10 mètres de haut. Elle est capable de pousser de 10 cm par jour pour ne pas se laisser engloutir lors des crues.
Sur des radeaux de bambou, les habitants déposent de la terre où ils réussissent à pratiquement tout faire pousser. De la canne à sucre, de la citronnelle, des bananiers ou du piment. Voilà l'école, et personne à proximité. À force de flâner en route, la cloche a certainement sonné depuis bien longtemps. Lina doit se dépêcher de rejoindre sa classe. Shalia restera à bord, car à Prechtoil, il y a un instituteur pour 370 enfants. Et pour pallier au manque, les cours sont dédoublés, comme souvent dans le pays. Pour suivre la classe, elle reviendra cet après-midi. Il est donc temps de se dire au revoir et bonne journée. Un petit matin sur l'Égypte. Un petit matin sur le Caire. Bienvenue dans la capitale millénaire et surdimensionnée de l'un des pays les plus peuplés du Moyen-Orient. En hiver, le soleil n'est pas encore levé que Nasma, 36 ans, est déjà debout et au fourneau. Dans cette famille de la petite bourgeoisie, Nasma a préféré abandonner il y a quelques années son métier de journaliste pour s'occuper de ses enfants qui dorment encore. Le premier debout est souvent Baï, 4 ans, le cadet de ses 2 enfants qui, entre jus de fruits et dessins animés, est loin d'avoir le matin le même dynamisme que son père Moui, 40 ans. À peine debout, celui-ci fait régulièrement sa gym du matin. Ce n'est pas tant pour lutter contre l'embonpoint des années, mais plutôt pour pérenniser une habitude qui remonte au temps où il était champion d'athlétisme. Chaque matin, Nasma réveille sa fille Nadjam, 9 ans, avec un verre de lait. Nadjam a plutôt du mal à émerger à ces heures indues. Heureusement, en famille, on reste plutôt silencieux le matin. Et Nasma laisse toujours quelques minutes à sa fille pour sortir du brouillard. De toute manière, pour elle, il n'y a pas un instant à perdre. À peine sortie de la chambre de sa fille, la voilà de retour en cuisine pour servir un petit café à son mari fin prêt. Le café est un élément clé de la vie sociale kérote. À la maison comme à l'extérieur, il marque les moments de la journée. Préparé à la turque, awa turki, comme souvent dans le Moyen-Orient, et mélangé avec de la cardamome, il est aussi parfois chauffé dans du sable pour mieux diffuser la chaleur. Les cafés les plus prestigieux au goût égyptien sont ceux originaires du Yémen, d'Éthiopie et de Colombie. Nadjam est bien éveillée. L'heure pour elle d'une toilette de chat, mais avec lavage de pieds et des oreilles, pour complaire avec le rituel des ablutions religieuses. Car après la toilette, viendra la prière.
La voix du muezzin s'est à peine tue que le soleil se lève sur la ville. Une cohue étrange où se mêlent passé et présent, présent et futur, anime les rues et les ponts qui franchissent les rives du Nil. À la maison, c'est donc l'heure de la prière. Najam dispose d'une boussole intégrée sur son tapis de prière. Le fin du fin pour orienter celui-ci, comme tout bon musulman, en direction de la Mecque. Mais si la famille est musulmane et si Najam fait sa prière chaque matin, ce n'est pas pour autant dire qu'elle est fondamentaliste, bien loin de là. À l'image de l'école choisie pour leur enfant et dont la petite revêt maintenant l'uniforme, une école privée catholique. Le petit déjeuner est un moment important et Nasma a préparé pour sa fille du foul, plat traditionnel à base de fèves cuites. C'est une recette très riche que les gens consomment généralement dans la rue avant d'aller au travail ou à l'école. Mais Nasma n'aime pas trop que sa fille mange dans les échoppes ambulantes. Baï n'est pas vraiment autonome et son père doit l'aider à s'habiller. Najam l'est un peu plus, mais elle continue à prendre plaisir à ce que sa mère la coiffe. En Égypte, la coiffure a bien changé ces 15 dernières années. À l'époque, Nasma, comme la grande majorité des jeunes égyptiennes, ne portait pas de foulard sur la tête, et encore moins de voile. Mais aujourd'hui, cet accessoire à la forte connotation religieuse est devenu la norme. L'Égypte a pourtant une tradition d'islam modéré et progressiste. Quelques groupes fondamentalistes ont tenté sans succès de radicaliser la population. Mais le voile a fait son bout de chemin, même si on aime à dire ou à penser ici que c'est plus une question de mode qu'une question de croyance. Avant de quitter l'appartement, Najam vérifie une dernière fois son sac. Sa mère donne des sirops vitaminés pour fortifier les enfants en ce début d'hiver. Moui, en père moderne, participe lui aussi aux derniers préparatifs. Les enfants ont quelques instants de loisir avant de prendre la direction de l'école. Mais Najam doit rapidement interrompre la partie de cartes pour aider sa mère et faire la vaisselle du petit déjeuner. Nasma glisse dans les cartables des enfants des sandwichs pour leur pause déjeuner. Au menu, fromage à tartiner ou petites saucisses. Le soleil grimpe doucement sur l'horizon, donnant au vieux building des airs futuristes. Dans les rues, les éboueurs sont au travail et ramassent tant bien que mal des détritus abandonnés çà et là. Ici, le tri sélectif est naturellement effectué par les récupérateurs de matériaux. Les premières boutiques ouvrent, les petits commerces entament leur journée. C'est l'heure où les enfants partent pour l'école, accompagnés par leur père. Les rituels du matin s'achèvent par un au revoir depuis le balcon, avant de grimper en voiture. Si les intérieurs des immeubles sont coquets, les parties communes sont généralement très délabrées. Le Caire est une ville millénaire, mais c'est avant tout aujourd'hui une ville moderne, où les avenues encombrées sont bordées d'immeubles. L'école est trop loin pour que les enfants puissent y aller seuls ou à pied.
Et puis en route, s'ils ont le temps, ils font une pause à la piscine où Najam aime aller nager. Séparant la ville en deux, le Nil reste l'axe principal du pays. La tranquillité du fleuve contraste avec l'agitation de la ville. Comme au temps des pharaons, il est à la fois fleuve nourricier et axe de transport. Ses eaux irriguent les terres et permettent les cultures. Ses eaux portent les felouks qui, grâce au vent dans un sens et au courant dans l'autre, peuvent le parcourir facilement du nord au sud et du sud au nord. Signe du milieu relativement aisé auquel appartient la famille, Moui est chef comptable dans un institut universitaire, les parents sont membres, comme beaucoup de bourgeois kérotes, d'un club de sport au centre-ville. Cette appartenance, au-delà des installations sportives à laquelle elle donne accès, est d'abord un marqueur social fort. Il y a les clubs réservés à des groupes professionnels, mais surtout, généralement, dès que l'on a un peu d'argent, on cotise dans un club. Et plus le club est cher, plus il marque que l'on appartient à l'élite du pays. Après cet intermède sportif pour Najam, il est temps de reprendre le chemin de l'école. Les avenues présentent désormais leur visage habituel, celui d'embouteillages monstres. Voitures, bus, taxis cherchent à se frayer un passage, souvent dans l'anarchie la plus totale. À bord du véhicule familial, les longs moments d'attente laissent à Najam quelques instants pour réviser une dernière fois ses leçons. Son frère en profite pour se reposer. Les enfants sont plutôt chanceux. Car généralement, se rendre à l'école tient plutôt du marathon que de la partie de plaisir pour les enfants égyptiens. Des taxis ou des minibus hors d'âge et dont le nombre d'occupants ferait bondir chez nous la maréchaussée sont souvent réquisitionnés pour assurer le transport scolaire. Rien à voir avec le confort insouciant dont bénéficient Najam et Bahi. L'école est située dans le quartier de Garden City, un quartier riche du Caire, pratiquement au centre-ville, qui au siècle dernier abritait encore les colons et l'administration britannique. Pour aider à fluidifier le trafic, un surveillant guide les parents et ouvre la porte aux enfants. La Mère de Dieu, c'est le nom de cette institution. Une école religieuse catholique francophone réservée aux filles. Un paradoxe pour une égyptienne musulmane? Non, car dans le pays, l'enseignement privé religieux est bien meilleur que l'enseignement public. Les écoles sont mieux organisées, mieux tenues, et l'enseignement est de meilleure qualité. Et si les parents ont choisi une école francophone, c'est uniquement parce qu'elle était moins chère que les anglophones. Mais c'est là une toute autre histoire, bien loin de la nôtre. Alors il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour un autre petit matin. Un petit matin sur New York. Bienvenue à Manhattan, l'île la plus célèbre et la plus riche de la métropole américaine. Dans un ensemble de buildings résidentiels au sud-est de la ville, à Peter Cooper Village, vit la famille Attan. C'est Cynthia, la mère, qui est le plus souvent debout la première. À cette heure, Sarah, 6 ans, et Lily, 3 ans, dorment encore.
Les Hattan sont l'une des nombreuses familles métissées que comptent les États-Unis. 10% des Afro-Américains se marient hors de leur communauté. Un chiffre qui grimpe à près de 50% chez les Asiatiques et les Latino-Américains. L'appartement familial compte 4 pièces. Un salon, une petite cuisine, la chambre des parents et celle des enfants. 60 mètres carrés au total. C'est peu, mais déjà beaucoup pour New York et ce quartier huppé. À Manhattan, le prix du mètre carré à la vente, comme à la location, atteint des sommets vertigineux. Jusqu'à 700 € par mois par mètre carré sur les plus belles avenues. Il fait encore nuit lorsque Sarah réveille les enfants. Aux États-Unis, on se lève tôt, on se couche tôt aussi. La famille Hattan, avec 4 membres, est dans la moyenne supérieure des familles américaines. Chez les ménages blancs, comme afro-américains, le nombre d'individus par foyer a baissé au cours des 3 dernières décennies pour tomber à moins de 2,6. Il est en revanche en progression dans les familles d'origine hispanique, mais seuls près de la moitié des foyers ont à leur tête un couple marié. Vite debout, vite habillés. Comme leurs parents, les filles choisissent d'abord des vêtements confortables. Peu de convenance dans les tenues vestimentaires. L'accent est toujours mis sur le fonctionnel, car dans cette ville survoltée, il n'y a pas un instant à perdre, même pour les enfants. Première étape d'une longue journée. 7 heures. Un petit jogging avec leur mère. Le sport est une tradition fortement ancrée dans la culture américaine. Une culture de l'effort et du dynamisme, mais aussi une tentative de réponse au manque d'exercice et à la menace d'obésité qui pèse sur la société. Dans le parc de la résidence, le décor est plutôt sympathique. Des arbres, des fontaines, des aires de jeu et même des écureuils. Let's walk. We're almost here. Give me 5. 1, 2. All right. Okay, come on, kids. Ready? All for one. No! All right, Lily. All for one. And one for all. United, here we stand. Hooray! And you have attitude that has to be taken out. I think we're ready now. New York, et tout autour l'Hudson, le fleuve, celui par lequel sont arrivés tant d'immigrants à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Aujourd'hui, Manhattan compte plus d'1 500 000 habitants, de toutes origines. Une ville qui est restée profondément cosmopolite, dont plus d'1 tiers des habitants sont nés à l'étranger. Chez les Hattan, après l'effort, le réconfort. Place au petit déjeuner, le repas le plus important aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays anglo-saxons. Really? This one? Or this one? Okay. Des jus de fruits, des œufs à toutes les sauces, du bacon parfois, Pancakes. et surtout des pancakes. I forgot the dough. Aïe, aïe, Ces petites crêpes épaisses, sortes de croisements entre nos galettes bretonnes et des blinis des pays de l'Est, se préparent en 3 coups de cuillère à peau. Une farine à laquelle il suffit d'ajouter de l'eau et hop, à la poêle. Good job. Let me check your muscles. Let's pour some in it. Let's pour a little water. Okay. Can you pour the water and Sarah? Si aujourd'hui elle utilise une mixture toute prête, Cynthia nous a confié la vraie recette. Du beurre, de la farine, du lait en quantité identique à battre avec 2 ou 3 œufs. Excellente. 5 minutes et c'est prêt. À consommer tiède et avec beaucoup de sirop d'érable. Un régal. That
What letters kite begin with? What is it? What letter is that? Kai, kite. Good morning, girls. Dans la famille Hattan, voici le père, Michael. Un peu en retard ce matin, mais toujours prêt à aider. Who's having eggs? Everybody Aux has États-Unis, eggs here. le partage des tâches ménagères quotidiennes est une évidence. Près de la moitié des couples déclarent partager à égalité la charge des enfants. Lily. Ask him what you want to put in there. L'heure est venue de préparer la lunchbox de Sarah. Chaque enfant apporte son déjeuner à l'école. Il n'y a pas ou peu de services de cantine. Au menu, des sandwichs, un fruit ou un jus, un fromage ou un yaourt, une barre de céréales ou des cookies préparés par leur mère. Let's go make your bed. Les enfants participent eux aussi aux corvées quotidiennes. Chaque matin, Sarah et Lily font leur lit, un peu aidées, c'est vrai. Mais heureusement, elles dorment dans des couettes faciles à ranger et parfaites pour affronter le climat continental du nord-est des États-Unis. À New York, les étés sont torrides et humides. L'hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 25 degrés. There we go. L'heure du brossage de dents est arrivée. Au pays du tout assisté, les parents utilisent une brosse à dents électrique, mais les enfants usent encore de l'huile de coude. Lily, N'est-ce pas, Lily? or can you do it? L'hygiène est très importante, voire poussée à l'extrême. There you go. Dans les familles, les savons sont parfois accompagnés de lotions antibactériennes. Come on. Don't drink, rinse. Après la toilette, la coiffure. Si Cynthia aide sa fille, ce n'est pas toujours le cas dans les autres familles. Car les Américaines contribuent aujourd'hui pour moitié aux ressources de leur famille. Oh no, no, the pink one. We don't want À ce titre, elles sont totalement indépendantes financièrement. En contrepartie, depuis le milieu du XXe siècle, le temps consacré par les femmes à leurs enfants a considérablement diminué. right? À New York, c'est rush hour, l'heure de pointe. Outre Manhattan, la ville compte 4 comtés, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. Près de 10 fois la superficie de Paris. À cette heure, tous les habitants convergent vers le centre-ville, utilisant pour l'essentiel les transports en commun et leurs pieds. On marche beaucoup à Manhattan. La voiture personnelle est généralement réservée aux escapades du week-end. Pour Sarah, l'heure est venue de partir pour l'école. Ready, bunny? Here we go. Lily, we gotta buckle you in. Elle se situe à 5 minutes à pied. Le départ se fait en famille. Lily continuera sa route avec sa mère jusqu'à la crèche. Lunchbox? Did you see your homework in there too? Dans la résidence, beaucoup de parents et d'enfants se connaissent. Une mini-communauté où les familles s'entraident. Aunt Sophie and Madeline might be forgetting about the... Hi, Aunt Sophie! Presque chaque matin, Sarah retrouve Anne-Sophie et sa mère Madeleine. You know what happened, Aunt Sophie? Sarah went to the doctor, eye doctor. Yeah. And She it told just me went at on recess. and on. For En lunch. route, il faut être arrivé avant 8h20. Après, les portes de l'école sont fermées et interdites à toute personne non autorisée. On ne plaisante pas avec la sécurité. They forgot about. D'ailleurs, des policiers sont spécialement affectés le matin pour aider les parents et les enfants à traverser les grandes avenues new-yorkaises. Le trafic est incessant dans New York, mais il n'est pas difficile de s'y retrouver. Dans l'essentiel de Manhattan, les rues et les avenues se coupent à angle droit. Chacune a son numéro. Seul le bas de l'île, la première zone de peuplement, est plus anarchique et les rues ont des noms. Quand les enfants ne font pas le trajet à pied, le balai des bus scolaires se charge de les conduire à bon port. Ce matin, un petit bonus pour agrémenter la lunchbox. Michael a décidé d'acheter des bagels. Cette spécialité toute new-yorkaise est héritée des immigrants juifs d'Europe de l'Est, qui constituent toujours l'une des plus grosses communautés de la ville.
Well, look, I can sit on my chair. Un petit pain cachère rond, nature ou agrémenté de sésame, de raisin, où l'on glisse un peu de ce qu'on veut. Saumon, cream cheese, sorte de fromage à tartiner, ou confiture. Un déjeuner complet, même un peu bourratif, qui se déguste sur le pouce comme la plupart des repas aux États-Unis. Plus que quelques minutes avant la sonnerie, avant l'ouverture des bureaux. Partout, les trottoirs sont bondés. Les gens se pressent, courent plutôt qu'ils ne marchent. Eux aussi achètent souvent leur petit déjeuner dans les échoppes au coin des rues. Il y a des spécialités du monde entier. New York est une ville affairée. Le produit national brut de la métropole correspond à un quart de celui de la France et représente plus de 3,5% du produit intérieur brut américain. Sarah a encore le temps de penser à l'avenir. Voilà déjà l'école. Il est donc temps de se dire au revoir et bonne journée. Un petit matin sur le Ladakh. Un petit matin sur l'Inde. Bienvenue dans les faubourgs de Leh, ville carrefour de cette région du nord du Cachemire, située au pied de l'Himalaya. Bienvenue dans la famille de Riksen, qui à cette heure dort encore. Au premier étage de la maison qui en compte 3, Tiwang, la mère, s'active à préparer le petit déjeuner pour toute la famille. La cuisine n'est pas vraiment une pièce dans cette maison, mais disposer de plaques de cuisson en intérieur est un signe d'aisance et de modernité. La grand-mère, Tirimf, partage le même toit que le reste de la famille. Si le père de Riksen, Phuntsok, est clerc de notaire, fonctionnaire du gouvernement et à ce titre plutôt riche, la famille n'en a pas pour autant balayé ses racines agricoles. La maison conserve une étable au rez-de-chaussée dans laquelle vivent les Tso et les Tsomo, hybrides entre le yak et la vache qu'il faut sortir et nourrir chaque matin. Un peu plus loin, derrière les murets de boue séchée, l'eau qui dévale des montagnes a fait de ces vallées encaissées des oasis de culture. La famille dispose d'une parcelle sur laquelle elle cultive des légumes de base comme les pommes de terre, de l'orge ou des choux. Ces légumes servent aux besoins de la famille, mais sont également vendus par la grand-mère sur le marché qui se tient chaque matin en ville. Les vallées sont des centres agricoles indispensables, car en raison de l'escarpement et de l'altitude, 48% des sols du Ladakh sont des terres arides et impropres à l'exploitation. Riksen, 6 ans, est le petit dernier d'une famille qui compte 4 enfants, 4 garçons. Les aînés, 16 et 18 ans, font des études supérieures et sont au pensionnat. Riksen partage sa chambre et son lit avec son autre grand frère de 12 ans.
Comme les maisons ne sont qu'à peine chauffées, le premier réflexe au réveil est d'enfiler une épaisseur supplémentaire. C'est l'été au Ladakh. Les températures grimpent à 30 degrés la journée, mais dépassent rarement 10 degrés le matin. Il est encore tôt dans les faubourgs de la ville. Mais avec cette nouvelle journée qui commence, certains prennent déjà la direction du centre de Leh, pôle d'attraction économique et sociale de toute la vallée. En attendant son tour de douche, chacun se brosse les dents sur le palier. À la maison, l'heure est à la toilette. Il y a une petite pièce d'eau pour toute la maison, encore un luxe, et qui sert à tous. Après un shampoing à l'eau froide, le reste des préparatifs se poursuit dans la chambre ou sur le palier. Le Ladakh reste une région carrefour où se côtoient des populations aux origines diverses. Chinois et Tibétains venus de l'Est, Ladakhis et nomades des hauts plateaux au visage de montagnards, Indiens venus du sud du pays, ou musulmans de l'Ouest et surtout du Pakistan. Mélange de peuples et de religions qui s'affichent avec leurs costumes et rituels traditionnels. À la maison, Riksen révise ses devoirs. L'hindi est la langue officielle du pays, de l'Inde, mais seule une petite partie du pays la connaît. Tiwang s'affaire de son côté à la préparation des masalas, les petits pains qui composent avec les omelettes, la confiture et les raviolis tibétains l'essentiel de l'alimentation et du petit déjeuner. À Leh, la majorité des habitants parlent le ladakhi, langue tibéto-birmane, et le ourdou, d'origine indo-iranienne. Les masalas sont cuits sur le feu. Pour alimenter le foyer, les Ladakhis utilisent comme combustible de base la bouse séchée, qui est entreposée soigneusement au sec à côté du petit bois. À cette altitude, les arbres sont rares et leur bois bien trop précieux pour finir en fumée, même pour cuire les meilleurs petits pains de tout le voisinage. Le soleil, qui atteint désormais les moindres recoins de la vallée, tire les derniers habitants de leur torpeur. Ici, les étés sont courts et très secs, les hivers très rudes, avec des températures qui peuvent tomber à moins 40 degrés. Tiwang, la mère, met la dernière main au gurgur chai, le thé salé au beurre de yak, qui agrémentera le petit déjeuner. Tiwang est la seule épouse de la maison. Mais la polyandrie se pratique toujours dans certaines familles ladakhis. Une femme se partage plusieurs frères. Cette pratique a tendance à diminuer ou à être concurrencée par la polygamie, prônée par la religion musulmane. Il est temps pour Riksen d'enfiler son uniforme, une tradition héritée de la colonisation britannique.
Autrefois, la scolarité des enfants dans la région du Ladakh n'était assurée que par les monastères. Aujourd'hui, le gouvernement indien a mis en place un système scolaire laïque. À Leh, la proximité rend l'école accessible. Dans les montagnes, elle se trouve parfois à plusieurs jours de marche. De nombreuses familles envoient alors leurs enfants dans des lamasseries qui les prendront entièrement en charge. La famille de Riksen est bouddhiste, elle aussi. Et chaque matinée ne sera démarrée sans une offrande aux dieux et une prière. L'encens sert à purifier la pièce, à chasser les mauvais esprits. Les Ladakhis croient aussi à des êtres invisibles qui vivraient heureux au sein même des villages. Au Manmo, par exemple, une fille magnifique habitant dans les montagnes au milieu des bouquetins. Ils croient bien sûr à des êtres plus maléfiques, comme Trimo, la sorcière, ou les Gongmo, des femmes qui ont le pouvoir de posséder l'esprit de quelqu'un d'autre. Le bouddhisme est omniprésent dans cette région. Les temples, les gompas, les shorten ou stupas, monuments de prière, font partie du paysage. Tous ont un symbole religieux ou même politique. Le bouddhisme a été importé par les Tibétains qui ont envahi les hautes vallées du Ladakh au 7e siècle. Les lamas, les moines, gardent un rôle important dans la société, comparable à celui qu'ils avaient en Europe au Moyen Âge. L'art religieux est également omniprésent dans le paysage ladakhi. Sculpture, peinture, moulins à prière. La famille de Riksen ne renie pas ses valeurs traditionnelles. Mais elle s'inscrit d'abord dans le monde moderne. Tout comme Leh, ancien carrefour de la route de la soie, qui est désormais une ville axée sur le commerce et le tourisme. Ici transitent les camions et les trekkers, avides de grands espaces et de hautes altitudes. Et puis d'ailleurs, ce ne sont pas les dieux qui empêcheront le père de Riksen d'être encore une fois maladroit. Il faudra vraiment qu'il change cette foutue béquille. Riksen lui adresse une pensée d'encouragement sur le moulin à prière par lequel passe son chemin vers l'école. À Leh, la scolarisation est facile. Il y a largement assez d'écoles pour toute la population. Mais il reste un problème de compétence des professeurs. Ceux-ci viennent souvent du Cachemire. Les cours commencent en ourdou, puis plus tard passent à l'anglais. Et les élèves sont souvent perdus. Par ailleurs, les établissements sont souvent confrontés à des problèmes de triche et de corruption. Et si la région forme désormais des cadres, se pose toujours le problème des débouchés professionnels. Car si l'Inde est en plein boom industriel, le Ladakh enclavé est une région agricole, condamnée à le rester. Mais c'est là une toute autre histoire, bien loin de la nôtre. Alors, il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour un autre petit matin.
petit matin sur l'Inde. Bienvenue à Rishikesh, dans l'Uttarakhand, l'un des 27 États que compte la République indienne. Un État au pied de l'Himalaya, bordé par le Népal au nord et le Tibet à l'est. Et c'est dans ces montagnes que se situe la source du fleuve qui traverse Rishikesh, le Gange. Dans cette région, les habitants sont particulièrement religieux. Et dans la famille Negesh, la journée commence toujours par une prière. Pendant que les enfants continuent leur nuit, Pratima, la mère, rend chaque matin hommage aux dieux. Hindouiste, comme près de 80% des Indiens, elle fait brûler de l'encens sur l'autel familial où trônent des représentations des principaux dieux. Dans toutes les familles sont honorés Brahma, le créateur, Vishnu, le protecteur, et Shiva, le destructeur, symbole de la régénération particulièrement vénéré à Rishikesh. Son mari Pradip vient la rejoindre. Les mariages arrangés continuent de constituer la norme en Inde. Pradip et Pratima ne font pas exception. Mais pour une fois, la tradition a bien fait les choses. Sahil, 4 ans, et Ishita, 8 ans, n'ont pas bougé. Pourtant, toute la famille dort dans la même pièce, et même dans le même lit. Pradip et Pratima ont leur propre maison, ce qui est une exception, car bien souvent, 3 générations cohabitent sous le même toit. Les parents s'adressent aux enfants tour à tour en anglais et en hindi. L'anglais est resté une langue nationale. Avec 2 enfants, la famille Negesh constitue une cellule familiale plus petite que la moyenne nationale. Généralement, les femmes donnent naissance au minimum à 3 enfants. Pour la toilette, la salle de bain est à l'extérieur, comme très souvent dans les maisons indiennes. Pas d'eau chaude. Chaque matin, les enfants se brossent les dents et se lavent le visage. Mais ils ne prennent une douche que tous les 2 jours. Situé à 350 mètres d'altitude, Rishikesh compte environ 60 000 habitants. Les montagnes et les vallées environnantes sont traditionnellement considérées comme abritant dieux et déesses de la mythologie. La ville compte plusieurs sanctuaires reliés par un pont, le Lakshman Jhula, qui surplombe le Gange. C'est là que pèlerins et habitants se baignent pour se laver ou procèdent à leurs ablutions religieuses dans ce fleuve considéré comme sacré par tous les hindouistes. Pratima, comme la grande majorité des femmes indiennes, est mère au foyer. Si à l'image de Pradit, qui participe ce matin au réveil, les choses changent, cette évolution est très lente, notamment dans le nord du pays. En Inde, le plat de tous les repas est le chapati. C'est une sorte de galette à base de farine de blé. L'art du chapati réussi est celui de faire une galette parfaitement ronde. La pâte est pétrie, puis roulée en boules. Ces boules sont ensuite aplaties au rouleau. La cuisson se fait sur une plaque brûlante sur laquelle est versé un peu d'huile pour faire frire les galettes. Comme dit la tradition, bien cuisiner, c'est trouver un bon mari. Pendant ce temps, Pradit joue au cricket sur la terrasse. Hérité de la colonisation britannique, le cricket est l'un des sports les plus pratiqués en Inde. Une discipline nationale dont les joueurs sont les idoles de tout un pays. Avec son allure lente, une partie peut durer 5 jours, ce sport convient parfaitement au chaud climat indien et à son rythme de vie. Pradit est un ancien champion et toute la famille semble partager sa passion. Pradit fut même élu meilleur joueur de l'État il y a une quinzaine d'années. C'est à ce passé sportif que la famille doit son statut plutôt privilégié et progressiste. Les enfants sont particulièrement protégés, couvés et choyés.
À l'heure du petit déjeuner, toute la famille se retrouve dans la pièce commune, devant la télévision. Les enfants sont servis en premier. Au menu, thé, chapati, nouilles sautées et l'émission matinale la plus populaire du pays, un cours de yoga. Pradi suit toujours cette émission car il est masseur ayurvédique. La spiritualité est omniprésente en Inde, jusque dans la gymnastique et la pratique du massage. Le yoga, par ses postures, cherche à délivrer l'être humain des douleurs auxquelles le fait même d'exister le condamne. Le massage, de son côté, s'appuie sur les connaissances de la médecine traditionnelle, l'Ayurveda. Les palpations et pressions, pratiquées sur le corps nu et huilé, détendent, réduisent la tension nerveuse et améliorent la circulation sanguine. Rishikesh abrite plusieurs écoles réputées dans tout le pays. बस ठीक है चलो चलो नाश्ता करो कार्टून देना फिर Le son des premières cloches de prière se mêle au brouhaha de la ville qui s'éveille. À chaque coin de rue, des grands, des petits temples, des statues dédiées à Hanuman, Shiva, Vishnu, des vaches sacrées qui circulent librement jusque sur le pont. Rishikesh n'est pas qu'un lieu de pèlerinage, c'est aussi un lieu d'enseignement. Ça et là, des ashrams, des résidences spirituelles. Ici se retrouvent les sadhus, les hommes qui ont renoncé à la vie matérielle et familiale. Ils s'habillent en ocre ou en safran et mendient pour survivre. À la maison, Pradima termine de s'occuper de Sahil, puis habille Ishita pour l'école. Les écoliers indiens sont tous en uniforme, et la tenue, comme la discipline, sont très strictes. L'héritage britannique est encore très présent dans la tradition de l'enseignement. Couleur sombre, pantalon ou jupe, cravate. En théorie, l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. Mais en pratique, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés, notamment dans les campagnes. Les filles ne sont qu'un peu moins de la moitié à fréquenter l'école primaire, contre 3/4 des garçons. La coiffure d'Ishita est tout un rituel. Mais au-delà de la complicité qui unit Ishita et Pradima, la beauté est importante pour les femmes indiennes. Par exemple, elles font tout pour éviter d'avoir la peau trop foncée, car le noir reste la couleur de l'impureté. Aujourd'hui, Pradima se contente de mettre de l'huile de coco dans les cheveux de sa fille, mais dès l'adolescence, Ishita pourra mettre du kohl, des fleurs dans ses cheveux et porter des saris. Mais naître femme en Inde reste dans certaines régions un handicap. Les parents préfèrent éviter d'avoir une fille pour éviter d'avoir à payer une dot lors de son mariage. La banalisation de l'échographie dans la surveillance des grossesses a eu des effets pervers. Car si elle révèle une fille, beaucoup d'Indiens préfèrent procéder à un avortement. Une pratique problématique qui commence à provoquer de lourds déséquilibres de population entre filles et garçons. Pradit, avant de partir travailler, accompagne ses enfants chaque matin à l'école. Elle est à une dizaine de minutes à pied. À 7 heures, la ville déborde déjà d'activités. Les habitants prennent la route de leur travail. Les commerçants ouvrent leurs échoppes. Pradit s'arrête toujours en chemin pour offrir une sucrerie aux enfants. En Inde, les petites échoppes traditionnelles jouxtent désormais les magasins de chaîne et de grande distribution avec leurs codes barres et leurs caisses enregistreuses.
le pays est en pleine modernisation économique et connaît une croissance fulgurante. Là où nos pays européens atteignent péniblement 2% de croissance annuelle, l'Inde peut se targuer d'une moyenne à 6%. Ces dernières années, elle a même grimpé jusqu'à près de 10%. D'ici une vingtaine d'années, le pays est appelé à devenir l'une des 4 premières économies mondiales. Mais à cette heure, il souffre encore de quelques déficits chroniques. Dans les rues, du monde partout. L'Inde reste le pays le plus peuplé du monde après la Chine. Il est à mi-chemin de sa transition démographique. La forte natalité perdure et la durée de vie s'allonge. Si rien ne change, dans moins de 40 ans, la population aura doublé. À leur tour, les enfants empruntent le pont qui enjambe le Gange. Entre le monde, les vélos, les motos, les touristes, les marchandises, la traversée peut être assez chaotique. Et puis, il faut faire attention aux singes qui ne se gênent pas pour arracher les fruits ou même la nourriture des gens. Beaucoup d'écoles indiennes sont des écoles privées, et c'est le cas de celles que fréquentent Ishita et Sahil. Un système public existe, mais il est moins bien coté. Les enfants ont un emploi du temps chargé, puisqu'ils travailleront sans interruption jusqu'à 13h30. Mais la cloche va bientôt sonner. Il est donc temps de se dire au revoir et bonne journée. Un petit matin sur le Maroc. Bienvenue à Ait Meloul, dans la banlieue d'Agadir. C'est là que vivent beaucoup de Marocains qui travaillent dans les nombreux complexes touristiques implantés à proximité sur la côte. Et nombreux sont ceux qui partent dès l'aube pour rejoindre leur poste. C'est dans cette banlieue, à 20 km du centre-ville, que réside la famille Ihsan. À cette heure, Aïcha, la mère, est la seule levée. Chaque jour, elle commence sa journée en préparant du pain, à la manière traditionnelle. C'est le melaoui, qui ressemble à une grosse crêpe. Il est fabriqué, pétri et cuit directement à la maison, dans le four spécialement aménagé dans la cuisine. La maison des Ihsan est sur 2 étages et compte, outre la cuisine, un salon, 2 chambres et une salle de bain. C'est le père qui l'a construit. À l'intérieur, peu de meubles ou de décorations. Le jour est à peine levé quand Aïcha vient réveiller ses enfants. Ses 3 filles, Aïcha 10 ans, Zara 12 ans et Tlayet Maas 4 ans, dorment dans la même chambre. Une pièce de 9 mètres carrés, dont la sobriété est à l'image des autres pièces de la maison. Ikram, la petite dernière, a moins d'1 an.
Elle partage encore le lit de ses parents. Les Issan ont donc 4 enfants, soit un enfant de plus que le taux moyen de fécondité par femme. La population marocaine a fortement augmenté ces dernières années. Elle est aussi extrêmement jeune. Plus d'un Marocain sur 2 a moins de 25 ans. Une fois habillés, les sœurs se rendent dans la salle de bain pour se laver. Les plus âgés aident les plus jeunes, comme dans beaucoup de familles. Les enfants sont attentifs à ne pas gaspiller l'eau, qui reste une denrée précieuse en Afrique du Nord. Une fois prêtes, les filles passent à la coiffure. Chaque matin, leur mère enduit leurs cheveux d'huile d'argan avant de les brosser. L'huile d'argan est l'un des premiers produits de beauté utilisés par les petites filles marocaines. Une huile traditionnelle extraite des amandes de l'arganier, un arbre endémique du sud du Maroc. Les noix sont grillées, puis écrasées par les femmes dans les coopératives de village. Cette huile, riche en vitamine E, est utilisée depuis la nuit des temps dans la pharmacopée traditionnelle. Mais elle est également l'un des ingrédients de la cuisine marocaine. Les coopératives offrent aux femmes en milieu rural des compléments de revenus et une indépendance financière. La production a une valeur économique, mais aussi sociale. Outre cette initiative, la place des femmes dans la société marocaine est en plein bouleversement. Chez les Issan, la mère est femme au foyer, mais aujourd'hui, près de la moitié des Marocaines a une activité en dehors de la maison. À l'heure de la prière du matin, l'appel du muezzin résonne sur la banlieue d'Agadir comme dans toutes les villes du pays. Le Maroc, monarchie constitutionnelle, est un pays musulman et l'islam y est religion d'État. À la tête du pays, le roi affirme descendre du prophète Mahomet. Il possède le titre honorifique d'Amir al-Mouminin, commandeur des croyants. Les premières conquêtes musulmanes au Maroc datent du 7e siècle, mais l'installation de tribus arabes se fit surtout à partir du 10e siècle. À côté de l'islam, le judaïsme et le christianisme sont aussi pratiqués légalement. L'exercice de ces cultes est garanti par la Constitution. Chez les Issan, Hachmi, le père, prie à la maison. Pour respecter les préceptes religieux, les adultes doivent prier 5 fois par jour. Si cette prière est toujours récitée en arabe, la famille d'Aïcha parle le berbère. Les Berbères, la population d'origine du pays, forment aujourd'hui une minorité qui constitue tout de même un peu moins de la moitié de la population. Les prières ne sont pas obligatoires pour les enfants, mais les aînés, Aïcha et Zahra, la font fréquemment. Les hommes et les femmes prient généralement chacun de leur côté. Et il existe par exemple une entrée spécifique pour les femmes dans les mosquées. À l'heure des préparatifs du petit déjeuner, la tradition du thé à la menthe est incontournable. C'est la boisson par excellence. Bizarrement, cette tradition a des origines assez méconnues. Loin d'être ancestrale, elle a été en réalité encouragée par le commerce du thé à la fin du 19e siècle. Les Britanniques, confrontés à la fermeture du marché chinois, se sont retournés à l'époque vers le Proche-Orient et les pays du Maghreb pour écouler leur production. Leur thé vert, agrémenté de menthe et de sucre, est devenu rapidement très populaire.
Il est aujourd'hui un symbole de convivialité. Si Aïcha, la mère, reste fidèle aux valeurs sociales traditionnelles, ses filles auront une autre place dans la société. Depuis 2004, le code de la famille, la Mudawana, a connu une profonde révolution. L'égalité entre les sexes est aujourd'hui reconnue. La tutelle exercée sur les femmes abolie. La notion de chef de famille remplacée par la co-responsabilité entre les époux. Autrefois, une jeune fille ne pouvait se marier qu'en présence de son père ou de son tuteur. Aujourd'hui, une femme peut se marier en toute liberté et l'âge légal du mariage a été remonté à 18 ans. Elle peut également divorcer sans justifier les raisons de sa demande. Alhamdulillah. Aïcha dispose d'un peu de temps pour réviser. Les transformations du Maroc sont nombreuses. Par exemple, la scolarisation des filles a progressé de manière spectaculaire. Le Maroc a fait de l'éducation sa priorité. Le taux de scolarisation en primaire a augmenté d'1 tiers au cours des 10 dernières années et l'écart entre les filles et garçons s'est réduit. Avec 34 millions d'habitants, le pays, par ailleurs, est à la veille de récolter les bénéfices de sa transition démographique. Les inégalités se réduisent, les différences régionales s'atténuent. La classe moyenne est en train d'émerger. Le tourisme, priorité gouvernementale, est un accélérateur de ce développement économique. Ce matin, avant de partir pour l'école, les filles ont une mission. Leur mère veut préparer un tagine et il lui manque des ingrédients pour sa recette. C'est Aïcha et Zara qui se chargent d'aller à l'épicerie chercher œufs, carottes, pois chiches, poulets qui serviront à élaborer ce plat. La cuisine marocaine fait certainement partie des recettes qui ont conduit au succès du pays. Son originalité et sa richesse tiennent à la multitude d'influences qu'elle a subies. Influences arabes, berbères, en particulier pour le couscous, mauresques pour les ragoûts et tagines et le mélange sucré-salé. Sans compter sur les influences turques, africaines, juives et sur la variété de sa production agricole. Une fois rentrée, Aïcha aide sa petite sœur à terminer de s'habiller. Puis elle se prépare à son tour et enfile par-dessus ses vêtements le tablier réglementaire qu'elle doit porter pour l'école. Une sorte d'uniforme. Cartable léger, car les manuels restent souvent en classe, elle embrasse toujours ses parents avant de prendre le chemin de l'école. Dans les pays méditerranéens, on manifeste ses émotions. Même si l'école n'est pas loin, à moins de 10 minutes à pied, Aïcha n'aime pas faire la route seule. Elle doit y être avant 8 heures, mais chaque matin, elle prend le temps de passer chercher Ayman, sa meilleure amie, qui vit un peu plus loin dans la rue. Le soleil est déjà haut sur l'horizon et avec la chaleur se lève le vent qui soulève souvent dans la région le sable et la poussière. Si le Maroc avance, malheureusement, être scolarisé est une exception, surtout dans les zones rurales. Les formations qui prépareront les jeunes à leur insertion professionnelle restent rares. Mais Aïcha et Ayman ont encore le temps de penser à l'avenir. Il est temps de se dire au revoir et bonne journée.
Un petit matin sur le Mexique. Bienvenue à Tlayacapan, petite ville endormie dans l'état de Morelos, à 80 km au sud de Mexico. 13 000 habitants nichés dans une vallée dominée par la silhouette du volcan Popote-Petleux, un site déjà habité à l'époque des Olmecs et des Aztèques. Chaque matin, Guillermina est levée bien avant ses enfants, Mariana et Sébastien. Guillermina est mère au foyer, mais dans la famille Capan, on se réveille tôt. Le père est boulanger et debout depuis plusieurs heures. Sébastien a 11 ans, sa sœur 10 ans. Ils partagent depuis toujours la même chambre. 2 enfants, c'est aujourd'hui une moyenne pour un couple mexicain. Sébastien, après s'être levé, est chargé de réveiller ses grands-parents. 3 générations vivent sous le même toit. Une tradition qui perdure dans le pays, même si les mœurs familiales ont subi de profondes transformations ces 30 dernières années. Commerçants, les Capan sont de petits notables à Tlayacapan. La maison familiale est vaste et sur plusieurs niveaux. Signe de cette réussite, elle compte même plusieurs salles de bain, une à chaque étage. Le Mexique s'est considérablement modernisé, et ce, en moins d'une génération. C'est le fruit notamment du développement de ses échanges commerciaux avec les États-Unis et le Canada. Pendant que la grand-mère prend déjà son café, dans la boulangerie attenante à la maison, Enrique, arborant fièrement l'effigie de Zapata, célèbre révolutionnaire mexicain originaire de la région, sert les premiers clients. Voici la telera, la baguette nationale. Un pain salé. La boulangerie familiale est la seule de la ville. Elle a été fondée par le père d'Enrique. Le pain continue à y être cuit dans le vieux four à bois. Une tradition qui permet de garder au pain son goût si particulier, mais aussi de parer au déficit en énergie moderne que connaissent les zones rurales du pays. L'État de Morelos est réputé pour être le grenier à sucre du Mexique. Après 4 siècles de domination des grands propriétaires terriens, c'est ici qu'éclata en 1910 la révolution de Zapata et son cri de guerre, terre et liberté. La région est restée profondément rurale. Chez les Capan, l'heure est venue de s'habiller. L'uniforme reste la règle dans les écoles mexicaines. Esteban et Mariana n'y dérogent pas. Les écoles publiques, autrefois dirigées par des religieux, ont gardé cette coutume. L'enseignement primaire et secondaire à partir de 9 ans est gratuit et obligatoire au Mexique. Le pays a fait d'importants progrès au niveau éducatif ces dernières décennies. Il a alphabétisé plus de 90% de la population. En 1970, le Mexique fut même le premier pays au monde à mettre en place un système d'enseignement à distance. La coquetterie, masculine comme féminine, est un trait de caractère national qui s'apprend très tôt. Chez les filles, l'adolescence est très attendue. Les 15 ans sont célébrés par une grande fête qui réunit amis, parents et où toutes les folies sont permises, si la famille en a les moyens.
Après la toilette, le petit déjeuner se prend en famille, dans la grande cuisine installée au rez-de-chaussée de la maison. Autour d'un petit pain encore chaud, d'une tasse de café ou de chocolat. C'est le moment privilégié pour se retrouver tous ensemble et discuter. D'ailleurs, chaque matin, le père de Mariana et Sébastien ne manque jamais de quitter son travail quelques instants pour partager ce moment avec eux. Au centre des conversations, l'école, les professeurs, les résultats scolaires, le programme de la journée. Les enfants mangent généralement du pain trempé dans du lait ou du chocolat. Ce petit déjeuner très tôt est d'autant plus consistant qu'ils devront tenir jusqu'à 11 h, l'heure de leur prochain repas à la cantine de l'école. Basta ya. Es que yo pienso que ella en sus trabajos se los pone así, quiere que los terminen luego. Yo, para mí sus trabajos de ella todavía son bien. A mí se me dificultan porque se los pone diferentes. Se les hace tarde. Avant de partir pour l'école, Sébastien donne généralement un coup de main à son père. Mariana aide de son côté sa mère, qui s'attelle déjà à la préparation du repas du soir. La cuisine mexicaine est très riche et mélange influences de la conquête espagnole et recettes traditionnelles indigènes. Aujourd'hui, elle prépare une salade de cactus, du nopal, un des légumes de base de cette cuisine qui se mange cru ou cuit. Le nopal pousse un peu partout au Mexique et il suffit de 15 jours pour qu'une feuille atteigne sa taille adulte, prête à être consommée. Les activités démarrent à Tlayacapan, une ville fidèle à la devise de l'État. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. La terre reviendra à ceux qui la travaillent avec leurs mains. Le camion qui livre le gaz, l'énergie d'appoint par excellence dans le monde rural, a commencé sa tournée. Dans la boulangerie, Sébastien prépare la livraison de pain que vend sa grand-mère sur le marché de la ville. Les petits pains sont transportés d'une manière unique en son genre, mais courante au Mexique. Ils sont empilés dans un large sombrero. Si les enfants ne travaillent pas à proprement parler, ils participent tout de même à leur manière aux activités de leurs parents. Chapeau panier sur la tête, Sébastien enfourche son vélo. De paille ou de toile, le chapeau est un accessoire indispensable au Mexique, qui reste porté par une grande partie de la population masculine. Il sert à tout, et pas seulement à se protéger du soleil. Dix minutes plus tard, Sébastien atteint le marché où sa grand-mère a déjà ouvert sa petite échoppe. Le marché reste le cœur des villages comme Tlayacapan. Pour se procurer les produits courants, pas de supermarché. Les principaux commerçants sont tous regroupés dans la halle, qui est aussi un lieu de vie et de rencontre. L'organisation sociale dans les petites villes et villages reste très traditionnelle. Les échoppes sont aussi variées que les produits. Restaurants sur le pouce, vendeurs de tortillas, étals de fruits et légumes, comme ceux auxquels le reste du monde doit beaucoup. Maïs, pommes de terre, piments, haricots noirs, courges, avocats, cacao sont autant de produits qui ont essaimé à partir de la découverte de l'Amérique. L'activité qui règne maintenant en ville ne doit pas cacher une autre réalité. Même si l'exode rural massif est plutôt un phénomène des décennies précédentes, les grandes villes exercent toujours un fort pouvoir d'attraction sur les populations les plus démunies.
Ainsi, près de 6 millions de Mexicains, parmi les plus pauvres, ont quitté leur communauté d'origine depuis l'an 2000. Sur la route de l'école, Mariana et Sébastien sont loin de ces préoccupations. Ils font le chemin seuls et à pied. Il n'y a pas vraiment de danger et pas vraiment d'autre choix. Les voitures sont peu nombreuses au Mexique et il est plus fréquent de croiser un chien endormi qu'un véhicule dans les rues. D'ailleurs, les transports restent l'un des principaux problèmes du pays. Il n'y a pas ou peu d'infrastructures routières, pas de transport public. Pour voyager, la plupart des Mexicains a recours au transport privé ou au bon vouloir des camions et autres véhicules de passage. Située au centre de la ville, l'école ferme ses portes à 8 heures. Gare aux retardataires. Elle accueille 500 enfants, juste pour le primaire. La natalité n'a commencé à baisser que depuis les années 2000. Le Mexique a donc dû faire un effort particulier pour scolariser ses enfants. Mais la cloche va bientôt sonner. Il est donc temps de se dire au revoir et bonne journée. Un petit matin sur le Moyen-Orient. Un petit matin sur Oman. Bienvenue à Mascate, la capitale de cet émirat du sud de la péninsule arabique qui borde la mer auquel il a donné son nom. Bienvenue dans la famille Al-Tira, où chaque matin le fils aîné Nibras, 9 ans, est réveillé par sa nounou. Enfin, lorsqu'elle réussit du premier coup. Pour sa sœur, c'est encore plus difficile. Et pendant qu'elle continue à partager les bras de Morphée, pendant que l'employé de maison est déjà affairé à remettre de l'ordre, Nibras prend sa douche dans la salle de bain qui communique avec sa chambre. Une salle de bain par chambre, c'est synonyme de famille bourgeoise. Et le reste de la maison est bien à cette image. Sur plusieurs étages, avec des meubles et des effets de décoration. Il est vrai que les parents ont tous deux un confortable salaire de fonctionnaire. Seif, le père, est cadre au ministère de l'Éducation nationale. Sa femme, Oumaya, travaille à la Chambre de commerce et de l'industrie. La maison est bien entendu située dans l'un des quartiers chics de Mascate. Rien à faire pour réveiller Mater. Nibras pourrait se brosser les dents au pied de son lit qu'elle ne bougerait pas d'un iota. Alors il a renoncé et préfère se préparer seul pour la prière. Le rituel commence par les ablutions. Les mains, le visage, les oreilles, les pieds. Puis Nibras revêt sa kouma, coiffe traditionnelle, sort son petit tapis de prière qu'il installe dans sa chambre sur le tapis en forme de ballon de basket. Mais ce matin, Seif l'interrompt dans ses préparatifs. De temps en temps, son père lui fait la surprise de l'emmener à la mosquée pour la prière du matin. Mascate se réveille.
La ville et son port comptent 600 000 habitants. Elle s'étend au pied du Djebel Hajar. L'urbanisme est conforme aux traditions de l'architecture arabe. Pas de hauts immeubles ni de toits inclinés, des rues propres et des constructions aux couleurs sable ou blanches. Véritable oasis dans le désert, la capitale omanaise est bâtie au milieu d'une plaine fertile entourée de rochers escarpés. Plus petite capitale au monde, c'est aussi la plus chaude, avec ses 45 degrés Celsius de mai à août, qui ne descendent que rarement en hiver en dessous de 25 degrés. La découverte de pétrole et son exploitation a permis au sultan d'offrir au pays une douceur de vivre et un luxe bien loin de l'âpreté dans laquelle vivaient ses ancêtres. La ville offre un spectacle imposant avec les murailles crénelées de l'ancien fort portugais et le palais bleu et or du sultan, considéré par les Omanais comme un symbole de la renaissance du pays. La nouvelle grande mosquée d'Ali est à l'image de cette richesse. Elle abrite le deuxième plus grand lustre au monde d'or et de cristal. Le sultan Qaboos bin Saïd vit dans un palais à l'architecture contemporaine, mais soucieuse des valeurs du passé. À cette heure, la mosquée est encore vide. Nibras et son père procèdent à de nouvelles ablutions rituelles. Puis il pénètre dans la salle de prière où Seif guide les phrases de son fils. À l'extérieur, le soleil commence déjà à réchauffer l'atmosphère. Les premiers pêcheurs rentrent au port et croisent les tankers qui appareillent. Nibras est de retour à la maison. Le petit descend dans la cuisine pour donner à manger à ses animaux domestiques. Mais auparavant, il se débarrasse de sa tenue pour ne pas la salir. Nibras adore les animaux et chez lui, il a 2 tortues et 5 petits poissons qu'il affectionne particulièrement. Les parents sont attentifs à ce que les enfants apprennent un peu l'autonomie, car à la maison, ils sont très encadrés. 2 nounous, d'origine philippine, sont là pour s'occuper d'eux nuit et jour. Rien d'anormal ici, d'ailleurs, elles connaissent les enfants quasiment depuis leur naissance. L'enfant est roi au sultanat d'Oman. Ils sont très gâtés et sont des symboles de richesse, car plus une famille a d'enfants, plus elle est riche. Et généralement, plus il y a d'enfants, plus il y a de femmes de ménage. Et puis l'emploi du temps de Soumaya, la mère, ne lui permet pas de s'occuper des enfants le matin. C'est leur père qui vient les chercher pour leur faire prendre leur petit déjeuner. Le repas est plutôt à l'anglo-saxonne. D'ailleurs, Seif emploie souvent l'anglais pour s'adresser à ses enfants. Voilà que Mahater daigne enfin se lever et descendre. La petite fille embrasse le dos de la main de son père en signe de respect. Seif a étudié à l'étranger, inscrit ses enfants dans une école où les langues, et notamment l'anglais, sont enseignées depuis les plus petites classes. Mais l'anglais est aussi la langue naturelle des enfants pour discuter avec les nounous. Pendant que Seif prend du temps avec ses enfants, leur mère doit déjà partir. Si les femmes sont certes en retrait à Oman, elles ne sont pas pour autant à l'écart. Elles ont le droit de travailler. Certaines siègent au gouvernement. Et Oman est le seul pays du Golfe où les femmes ont même le droit de vote. La polygamie existe encore, mais elle est de moins en moins pratiquée, d'abord pour des raisons financières. Peu d'hommes ont les moyens d'entretenir plusieurs femmes, mais aussi parce que les femmes acceptent de moins en moins des co-épouses. Son repas terminé, Nibras remonte regarder la télévision. Seif dit au revoir au plus jeune des frères qui a bien du mal à laisser partir son père.
Les nounous terminent de préparer les enfants. L'heure du départ à l'école approche et Nibras passe à nouveau sa tunique blanche. Cette tenue, la dizda'a, est l'uniforme de tous les écoliers du sultanat. Mais c'est aussi celui de tous les Omanais. Par décret du sultan, tous les hommes du pays doivent porter ce vêtement. Du haut fonctionnaire jusqu'au plus modeste chauffeur de taxi. Et si d'apparence ces tuniques sont simples, le raffinement de certaines peut les conduire à valoir des fortunes. Chacune d'entre elles revêt souvent une signification qui va bien au-delà du tissu. C'est le cas de celle que porte Nibras aujourd'hui. Son grand-père la lui a fait faire sur mesure et lui a offert il y a quelques jours. Ils sont allés ensemble la choisir dans les souks. À Oman, les garçons portent la dizda'a dès 5 ans. Et les filles doivent porter l'abaya dès 12 ou 13 ans, mais gardent dessous des vêtements à la dernière mode. L'évolution de la société omanaise ces 50 dernières années a été fulgurante. En une génération, les habitants du pays sont passés du statut de bédouin à celui de propriétaire de belles maisons et de voitures puissantes. Le sultan a fait de la propreté un symbole de son pays. À Oman, tout est propre, partout. Chacun doit faire attention à cette image, de sa tenue à sa maison. Avoir une voiture sale est passible d'une amende. Nibras attend le bus qui l'emmènera à l'école à l'intérieur de l'enceinte de la maison. Toutes les maisons sont entourées d'un mur suffisamment haut pour cacher les terrasses et empêcher d'apercevoir les femmes qui se promènent sans voile chez elles. Voilà enfin le véhicule qui s'approche. Nibras commençait à s'impatienter. Dans les transports en commun, la mixité est tolérée. Mais les garçons doivent s'installer d'un côté et les filles de l'autre. Le trajet en bus dure à peine 1 minute. Le chauffeur n'a même pas le temps de passer la 3e qu'ils sont déjà arrivés. En fait, l'école est à moins de 100 mètres. Les véhicules et leur air conditionné sont les seuls refuges dans la fournaise qui s'installe très tôt. Et puis dans le pays, l'essence ne coûte rien. Alors pourquoi s'en priver ? Cette école est l'école du sultan. C'est la plus chic du pays. Une école mixte. Où, comme dans tous les pays du monde, les enfants jouent au foot. Sauf qu'ici, ils ont quelques problèmes techniques inhabituels, dont ils s'accommodent finalement très bien. Une école privée très chère, près de 6 000 € par an, où il est garanti presque à 100% que l'enfant pourra faire de hautes études supérieures. Mais en attendant cette issue prometteuse, la sonnerie ne conduit pas directement les enfants dans leur classe. Rassemblement chaque matin avant les cours dans la grande salle d'apparat. On chante l'hymne national pendant que l'on hisse le drapeau. La cérémonie se poursuit avec une sourate, un verset du Coran, pour bien commencer la journée. Parmi les enseignants, l'école compte de nombreux professeurs occidentaux qui ont dû se faire à ces habitudes disparues depuis longtemps dans nos écoles. Mais c'est là une toute autre histoire, bien loin de la nôtre. Alors il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour un autre petit matin.
petit matin sur le Pérou. Bienvenue à Iquitos, sur les bords de l'Amazone, le port fluvial le plus important du Pérou. C'est dans l'une des maisons sur pilotis qui bordent le fleuve que vit Sonia et ses 2 enfants, Brian, 9 ans, et Betty, 5 ans. Ils partagent leur toit avec leurs oncles, tantes et cousins. Le père, bûcheron dans la jungle, est généralement absent. Chaque matin, Brian a une mission. Remonter de l'eau potable depuis le robinet installé au rez-de-chaussée pour sa toilette et celle des autres enfants. Un luxe que la famille paye 8 € chaque mois. Pas question de puiser dans l'eau du fleuve, qui sert à tout, même si certains continuent à y pêcher en dépit de la pollution. La maison est construite sur 2 étages pour se protéger des brusques montées du fleuve. Sur 100 mètres carrés, ils sont 9 en tout dans la maison. Les parents ont chacun une chambre. Les enfants dorment dans des hamacs. Et les plus petits partagent tous le même lit. Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas. La population de la ville et de ses faubourgs a fortement augmenté ces 20 dernières années. Betty, 5 ans, est la plus pressée le matin. Aidée chaque jour par son frère, elle enfile déjà son uniforme. Brian a école lui aussi aujourd'hui, mais pas à la même heure. Les horaires des classes des écoles d'Iquitos, et particulièrement celles de Belén, sont décalés. Ce système permet d'accueillir plus d'enfants sans avoir à multiplier les locaux. Les mêmes classes servent plusieurs fois dans la journée. Mais chacun a bien un uniforme perso, fourni par l'école. Les garçons comme les filles. L'autre priorité de Brian est de préparer le petit déjeuner. Dans des conditions de vie précaires, beaucoup doivent compter sur l'aide du gouvernement pour se nourrir. Le Pérou distribue dans le quartier des rations de pain survitaminées. Mais la famille de Brian a de quoi bien manger. Au menu, des fruits mixés, une banane, du lait de vache acheté en briques chez l'épicier, une soupe de poule et du pain. C'est la scierie et l'atelier de construction de bateaux juste en face de la maison qui fournissent du travail à l'oncle et à son fils aîné. Après les pêcheurs qui fendent l'onde à l'aurore, les premiers habitants du quartier commencent à parcourir le fleuve en barque, le moyen de transport le plus pratique dans cet environnement. Rien ne se perd. Les débris de construction que rejette l'atelier ne restent pas longtemps au sol. La menuiserie est la principale activité des environs. Le bois brut arrive directement de la forêt pour y être débité, puis transformé. Le bois reste une ressource incontournable dans la région, mais une ressource fragile, car l'abattage massif est aussi responsable de la déforestation qui fait rage dans l'Amazone, et pas seulement côté brésilien. Brian, chaque matin, conduit sa petite sœur à l'école. Il utilise la pirogue familiale, elle aussi sortie de l'atelier voisin. Chaque matin, ce trajet en forme de promenade n'est pas toujours de tout repos. Le débit du fleuve varie fortement d'un jour sur l'autre en fonction des pluies. Très loin, en amont et en aval, à plusieurs heures de pirogue de la ville, la forêt tropicale et son cortège d'animaux sauvages retrouvent vraiment leurs droits.
minutes avant l'ouverture de l'école, les enfants semblent envahir le quartier de Belen. Il s'est créé autour du port d'Iquitos, au début du XXe siècle, mais a surtout connu une explosion démographique dans les années 1970. La perspective d'un travail dans les exploitations a poussé de nombreux habitants pauvres de la région à venir s'installer ici. Encore aujourd'hui, ce sont 1000 personnes qui viennent grossir le faubourg chaque année. Et l'école grandit, elle aussi, un peu plus. Après quelques années de travail, ceux qui ont accumulé assez d'argent peuvent remiser leur barque et déménager vers des quartiers moins humides, signe d'une ascension sociale. Mais la majorité des habitants est encore contrainte de passer la moitié de l'année les pieds dans l'eau. Ils fournissent des bras aux nombreux petits commerces qui pullulent sur les berges. Les denrées proviennent de tout le pays, transitent souvent par le marché et vont approvisionner la population de la ville. Brian, de retour à la maison, a lui aussi quelques corvées matinales à achever. Souvent accompagné par son cousin, il doit partir rejoindre les adultes dans la forêt. Ils sont allés cultiver le lopin de terre que la famille a débroussaillé pour y faire pousser du maïs, de la canne à sucre. Avec le développement de ce type d'agriculture presque sauvage, la forêt autour d'Iquitos, déjà fortement sollicitée, est désormais quasiment devenue inexistante. Brian aime les cultures, la flore, qui pousse facilement ici dans ce climat équatorial. Iquitos n'est qu'à 4 degrés au sud de l'équateur, ce qui offre des conditions de chaleur et d'humidité quasiment constantes toute l'année. Les arbres clairsemés, en lisière de forêt, regorgent de fruits et de plantes comestibles. Brian et son cousin ramassent cette fois les fruits de l'arbre à pain. Un peu d'ingéniosité et la forêt leur offre de quoi les transporter facilement. Au-delà des fruits communs, la forêt abrite également de nombreuses espèces de plantes dont beaucoup ont des propriétés médicinales. Certaines sont aujourd'hui célèbres à travers le monde. D'autres restent dans les secrets de la médecine traditionnelle locale et alimentent parfois mythes et légendes. Mais toutes se retrouvent chaque jour sur le marché d'Iquitos, l'un des marchés les plus florissants de toute cette région du Pérou. Après ces activités du matin, les garçons ont bien mérité l'un de leurs loisirs favoris, un bain dans le fleuve. En l'absence de tout effort d'assainissement, le fleuve est vecteur de nombreuses maladies. Les enfants doivent également se méfier du courant, parfois très fort, qui chaque année entraîne certains d'entre eux sous les radeaux. Un piège souvent mortel. Mais heureusement, les enfants ont l'habitude et savent rester joyeux et insouciants sans ignorer le danger. Au pied de la maison, l'oncle martèle le riz qu'il vient d'acheter pour le débarrasser de sa gangue. Contrairement à d'autres pays, c'est ici un travail d'homme. Les femmes sont à l'intérieur à préparer le prochain repas. Les plus jeunes participent elles aussi en préparant les fruits de l'arbre à pain. Sonia prépare pour ce midi du poisson mariné dans le piment et le citron. Pendant ce temps, Brian s'adonne à l'une de ses distractions favorites, la construction d'un cerf-volant avec les moyens du bord. Le poisson est mis à cuire à l'étouffée en l'enveloppant dans des feuilles de bananier. Toute la nourriture doit être très cuite, voire bouillie, comme l'eau, qui n'est d'ailleurs consommée qu'une fois longuement bouillie et à laquelle les enfants préfèrent souvent les sodas, qui ont en plus l'avantage d'être pratiquement moins chers. Brian a réussi une fois de plus son engin. Un coup de vent sous les nuages et le cerf-volant s'envole comme un symbole d'un avenir plus léger.
En tout cas, il le passionne tout autant que les concours toupies, l'autre distraction favorite des enfants du quartier. En ville, l'activité bat son plein. Les rues sont horriblement bruyantes. Bien loin de nos considérations, les habitants sont persuadés ici qu'en supprimant les pots d'échappement sur leurs motos, ils consommeront moins d'essence. Iquitos, ville frontière avec le Brésil, a une position stratégique importante qui lui assure une activité permanente. Brian est rentré se préparer et revêtir à son tour l'uniforme scolaire gris et blanc. Avant de partir, il doit souvent déjeuner seul, car sa classe commence à l'heure où les autres rentrent pour le repas. En chemin, curieux, Brian ne se lasse pas d'admirer les restes du passé glorieux d'Iquitos. Au début du XXe siècle, la ville connut avec l'EVA et sa sève le caoutchouc des années de folie. Des fortunes se construisirent à un rythme forcené. Partis de rien, des patrons d'exploitation se firent bientôt bâtir à prix d'or des maisons, important des matériaux venus par le fleuve, depuis l'Europe. Pendant qu'on embarquait la précieuse gomme sur les quais d'Iquitos, on y débarquait des tonneaux de cognac et des vins de Bordeaux. Mais ce temps est bien révolu. Et dans le quartier de Belén, on a même bien du mal à imaginer de telles splendeurs. Avec l'accès à l'éducation, les enfants ont désormais une chance de pouvoir espérer aller de l'avant. Mais c'est là une toute autre histoire, bien loin de la nôtre. Alors il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour un autre petit matin. Un petit matin sur le Sénégal. Bienvenue à Saint-Louis, la deuxième ville du pays, qui a perdu il y a un siècle son statut de capitale politique au profit de Dakar, mais qui s'affirme aujourd'hui comme le pôle culturel du pays. Une ville entre terre, fleuve et mer. Car construite sur des îles et des bancs de sable dans l'estuaire du Sénégal, le fleuve qui a donné son nom au pays. À Guet-Ndar, dans le quartier Goku Mbaté, construit sur la langue de Barbarie, vit la famille Fou Mbaté. C'est le quartier des pêcheurs où se côtoient de modestes maisons en ciment. Mamadou, le père, rentre de sa prière matinale à la mosquée du quartier. Comme 90% des Sénégalais, il est musulman. Mamadou est un simple pêcheur et toute la famille ne dispose que d'une pièce de 9 mètres carrés. Les enfants les plus grands, Adama, 11 ans, Idrissa, 8 ans, et Fatou, 3 ans, dorment par terre sur un tapis. Seul le plus petit, Mustapha, 7 mois, partage encore le lit de ses parents. Les enfants sont une fierté au Sénégal, et la moyenne par famille reste très élevée, avec un taux de fécondité supérieur à 4 enfants par femme. La journée de la famille commence par la toilette. S'il y a l'électricité, il n'y a pas d'eau courante dans la maison. Et les enfants doivent utiliser un robinet pour remplir le seau qui leur servira à se laver. L'eau n'est pas une denrée rare à Saint-Louis, à condition bien sûr de ne pas vouloir qu'elle soit potable.
Pendant que les enfants s'isolent dans un recoin de la cour, Aïcha, la mère, procède de son côté à ses ablutions rituelles. Aïcha, comme près de 4 femmes sénégalaises sur 5, ne travaille pas. Elle partage la foi et la pratique religieuse de son mari. Sa fille l'accompagne dans sa prière. L'islam au Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique occidentale subsaharienne, reste un islam modéré, souvent teinté même d'animisme. Et les mariages interreligieux sont nombreux. Pour l'école, Adma et Idrissa enfilent leur boubou, un vêtement porté par une grande majorité de la population d'Afrique de l'Ouest. Large et facile à porter, il s'adapte particulièrement au climat chaud africain. Le boubou est aussi bien une tenue masculine que féminine. Son nom est la déformation du mot wolof mboub, qui signifie un vêtement que l'on enfile par la tête. Les modèles varient suivant les régions et les usages. Il est généralement taillé dans une pièce de tissu unique de 9 à 12 mètres. Après les femmes, les garçons prient à leur tour. Signe de tolérance, au Sénégal, il n'est pas rare de trouver des membres d'une même famille de religions différentes. Les fêtes musulmanes et chrétiennes sont également fêtées et respectées par les différentes confréries musulmanes et les autres communautés. À Saint-Louis, et plus particulièrement dans le quartier de Guet Ndar, toute la vie se rattache au djenn, le poisson. Les enfants partagent leur temps entre la plage, l'école coranique, l'école primaire et les différentes tâches qu'ils peuvent remplir à la maison. Les femmes, pour beaucoup, vendent le poisson que pêchent leurs maris. Du bétail vit en semi-liberté sur les routes où circulent voitures, transports en commun, calèches et piétons. La place manque. Le Sénégal comptait environ 3 millions d'habitants à l'indépendance en 1960. La population atteindrait aujourd'hui près de 12 millions de personnes. Et pour ne rien arranger, l'exode rural est très important. Une situation délicate à gérer. Chez les Fou Mbaté, les garçons terminent leurs préparatifs. Mais avant de partir pour l'école, Idrissa doit rendre service à sa mère. Chaque matin, il part chercher du pain pour le petit déjeuner. Pas besoin d'aller très loin. De petits commerces fleurissent un peu partout dans le quartier. Au bout de la rue, un dépôt de pain permet de s'en procurer. Héritage de la colonisation française, les boulangers sénégalais ont conservé l'habitude de fabriquer des baguettes qu'il faut vite couvrir pour éviter qu'elles ne s'imprègnent de poussière. À cette heure, la maison présente une toute autre physionomie. Les Fou Mbaté sont loin d'être les seuls à habiter ici. Au total, la maison est constituée de 8 pièces, occupées par d'autres membres de la famille élargie. Au Sénégal, les cousins, les oncles, les grands-parents partagent l'espace d'une maison. Tout le monde vit ensemble et se retrouve dans la cour intérieure, espace de discussion, mais aussi de lessive, de cuisine. Les couples sont majoritairement mariés sous le régime de la polygamie. Mais la plupart des Sénégalais choisissent de ne vivre qu'avec une seule femme. Mamadou est de ceux-là. Chaque matin, il quitte tôt la maison familiale pour se rendre sur la plage voisine.
Même s'ils ne pêchent pas tous les jours, il y a toujours quelque chose à faire pour entretenir la pirogue. Au Sénégal, près de la moitié de la population travaille dans l'agriculture ou la pêche. Mamadou ne souhaite pas sa vie à ses enfants. Avec Aïcha, ils veulent que les petits aillent à l'école et puissent apprendre un autre métier. Pour lui, la pêche n'a plus vraiment d'avenir. La communauté des pêcheurs de Saint-Louis reste l'une des plus importantes de l'Afrique de l'Ouest et compte plus de 4000 équipages. Mais le rendement a baissé ces dernières années. Victimes de la pêche intensive, les eaux sénégalaises sont devenues pauvres en poissons. Les équipages doivent désormais partir loin et plusieurs jours de suite pour ramener de quoi nourrir leur famille. À la maison, Aïcha prépare le petit déjeuner. La cuisine se résume à un réchaud à gaz et quelques ustensiles. La semaine, le petit déjeuner se prend dans la pièce réservée au fou Mbaté. Parfois, lorsque la pêche n'a pas été assez bonne, Mamadou doit aller chercher du bois au marché et la cuisson se fait alors à l'extérieur, au feu de bois. Du lait en poudre, des tartines beurrées. Le menu est frugal. Pour les grands repas, toute la famille se rassemble dans la cour et mange ensemble. Saint-Louis, Ndar en langue wolof, sort de sa torpeur. Les allées et venues se multiplient sur le pont Faidherbe, un monument d'acier au centre-ville. Saint-Louis abrite aujourd'hui environ 180 000 habitants. Après une longue période de torpeur, elle connaît un renouveau économique lié principalement au tourisme. L'heure est venue pour les garçons de prendre le chemin de l'école. Le cartable se résume à un petit sac. Adama et Idrissa n'ont pas beaucoup de fournitures ou de livres scolaires. C'est l'école qui leur fournit stylos et cahiers. Les garçons empruntent les rues et ruelles de la ville, dont certaines remontent à plusieurs siècles. La ville a été fondée en 1659 par des marins de Dieppe. Saint-Louis, qu'on surnommait la Venise africaine, est inscrite depuis 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville conserve de très nombreuses maisons, typiques de l'époque coloniale, avec leurs façades de chaux, leurs doubles toitures en tuiles, leurs balcons en bois et leurs balustrades en fer forgé. En chemin, les enfants rencontrent d'autres écoliers. La population étant très jeune, la demande en formation est très forte. Certains vivent en dehors de la ville et empruntent les taf-taf, les taxis collectifs, pour rejoindre l'école. L'alphabétisation est encore faible au Sénégal, malgré la mise en œuvre de différents programmes. Les femmes sont les plus affectées. Au final, un peu moins de la moitié de la population de plus de 16 ans sait lire et écrire. Mais le Sénégal est aussi l'un des pays du continent africain qui peut se targuer d'avoir un enseignement de qualité. Une promesse de futur. Mais pour l'instant, il est temps de se dire au revoir et bonne journée.
Un petit matin sur la Syrie. Un petit matin sur Palmyre. Bienvenue dans la famille Al-Rani, qui vit à Armala, dans les faubourgs de cette palmeraie de l'est du pays, parmi les plus célèbres du Proche-Orient depuis la haute antiquité. À cette heure, toute la maison est encore plongée dans le silence. Seul le père est réveillé et fait la première de ses 5 prières de la journée. Dans une pièce voisine, tous les enfants dorment encore. Ils sont une vingtaine. Pas de lit. Ils partagent tapis, oreillers et couvertures. Certes, la famille ne roule pas sur l'or, mais c'est d'abord une survivance de son passé nomade. Les parents font partie de la première génération sédentarisée. Ils ont gardé certaines habitudes, comme celle de faire du feu à l'extérieur et de le rallumer en utilisant les braises. Palmyre est un oasis au milieu du désert de rocailles que constitue l'est de la Syrie. Un centre d'échange et de commerce vers lequel les marchands et les nomades ont convergé depuis l'Antiquité. Elle connut son apogée sous l'Empire romain. Les marchands et les caravanes apportant richesse et prospérité à la ville. L'aube vient donc à peine de se lever, qu'il est déjà temps pour les enfants de se réveiller. Et certains, comme Ahmed, ont plus de mal que d'autres. Ses sœurs, qui ont beaucoup d'affection pour lui, le laissent souvent profiter de quelques minutes supplémentaires sous la couverture. Ahmed a le sommeil lourd. Mais le bonheur sous les draps est de courte durée. Comme il traîne, sa mère et son père interviennent et le rappellent à l'ordre. Les rêves n'ont pas beaucoup de place ici. À peine debout, Ahmed enfile ses chaussures pour sortir faire sa toilette. On entre toujours pieds nus dans la maison pour ne pas ramener trop de cette poussière qui prédomine déjà dans le paysage. Ce matin, la salle de bain se résume à pas grand-chose. Un tuyau sert de robinet et une flaque de lavabo. Ahmed n'aime pas trop se laver et rien n'est fait ici de toute manière pour l'encourager. Pourtant, l'eau à domicile est une richesse que d'autres envient. Même si Palmyre, c'est d'abord une source, grâce à une nappe phréatique à faible profondeur. Mais cette source, qui jaillissait autrefois avec abondance, est aujourd'hui presque asséchée. La surexploitation de l'eau ces 30 dernières années commence à poser de sérieux problèmes. Les habitants sont de plus en plus nombreux et ils utilisent de plus en plus d'eau pour leurs besoins quotidiens. Des hôtels se construisent et les touristes se multiplient. Enfin, les exploitations agricoles demandent elles aussi toujours plus d'eau. Et les agriculteurs ont souvent leur propre forage qu'il est difficile de contrôler. L'irrigation traditionnelle pourrait être remplacée par un système plus moderne et qui fait moins de gâchis. Retour à la maison des Al-Rani. Habillement. L'austérité domine la place. Adultes comme enfants disposent de peu, et notamment de peu de vêtements. Pas de penderie, ni de placard. Une fois tout le monde levé et habillé, les grandes sœurs rangent les pièces qui vont servir de lieu de vie pour le restant de la journée. Matelas, couvertures, tapis, tout est empilé et entreposé dans un recoin. Tous les enfants participent aux tâches domestiques. Ce matin, les plus jeunes ont pour mission de nettoyer la cour. Pendant que les plus grands sont maintenant occupés à préparer le petit déjeuner. Au menu, grenades, dattes, olives, aubergines farcies et du pain.
Ahmed va justement chercher ce pain chez un vendeur ambulant qui passe régulièrement devant la maison. Ce pain, fabriqué à partir de pâtes non levées, est cuit sous la forme de grandes galettes. Il est à la base de l'alimentation. Un autre cousin lave lui aussi la cour. Décidément, il y a bien du monde dans cette maison. En quelques minutes, c'est près d'une trentaine de personnes qui passent et repassent dans cette cour. Une famille prolifique? Non. À vrai dire, il y a une astuce. Dans cette maison vivent en réalité 2 familles, et non une seule. 2 familles où les 2 pères sont frères jumeaux, ce qui rajoute encore à la confusion. Retour en cuisine. L'une des 2 femmes, ou des 6 filles de la maison, enfin des sœurs, des cousines d'Ahmed, bref, une femme termine les préparatifs par un incontournable, le thé. Ahmed doit à nouveau se débarbouiller avant de passer à table. Dans la cour, il y a 2 citernes, dont l'eau est utilisée avec parcimonie. Pour boire, se laver le visage. Celle-là est potable, et les citernes sont remplies 2 fois par mois par le biais d'amis habitant en ville. Puis, il retourne rejoindre le reste de la famille rassemblée devant la télévision qui, avec la petite table qui la supporte, est le seul meuble de toute la maison. Les galettes sont déchirées et servent tour à tour de plats, de couverts et d'agréments pour les aliments, comme dans la tradition bédouine. Ces pains sont aujourd'hui fabriqués de manière industrielle, mais chez les derniers nomades, ils sont toujours préparés par les femmes de manière traditionnelle. Pétris rapidement, puis cuits sans attendre sur le dos en métal d'une marmite retournée. À son tour, le thé est prêt et distribué à tout le monde, y compris aux enfants. Le repas du matin constitue l'un des principaux repas de la journée. Au menu, olives, dattes, aubergines à la tomate. Enfants comme parents déjeuneront sur le pouce et ne dîneront que rarement. La modernité que véhiculent les programmes de télévision syriennes semble à 1000 lieues des réalités de la population qui vit en dehors des grandes villes. Ahmed doit récupérer son cartable avant de partir pour l'école. Il a de la chance quand il le retrouve rapidement derrière la pile d'affaires. Ces cahiers sont rapidement rassemblés. L'école fournit l'essentiel des fournitures aux enfants syriens. La ville est maintenant bien réveillée. L'hiver, les températures restent élevées et tout le monde profite de la fraîcheur du matin pour abattre un maximum de travail. Dès 11 h, l'activité retombe dans la ville et elle reprendra en fin d'après-midi. Les enfants, de leur côté, sont partis entretenir les cultures sur le petit lopin de terre de la famille. Ils doivent désherber autour des arbres, dans les canaux et sur les petites buttes qui retiennent l'eau et servent à l'irrigation. Une activité à double emploi. L'herbe ainsi coupée est méticuleusement rassemblée et ramenée à la maison. Elle servira de fourrage pour le bétail. Une fois ce travail fini, Ahmed et ses frères et cousins jouent tous ensemble. Leur activité favorite est de faire des petits travaux de construction en récupérant les pierres qui traînent ça et là et en utilisant pour ciment un torchis à base d'eau et de terre. Ils sont plutôt adroits et pas loin de terminer les nouvelles toilettes de la maison. De leur côté, les filles vont nourrir le troupeau de moutons. Ces bêtes, nombreuses et choyées, sont l'une des principales richesses de la famille. Les autres richesses sont ces cultures dans l'oasis. D'abord des oliviers, dont les fruits à la base de l'alimentation locale ont fait la renommée de Palmyre et de la Syrie depuis des siècles.
La Syrie est à l'origine de la diffusion de cette culture dans le Proche-Orient. Les Syriens restent de grands consommateurs d'olives et mangent d'ailleurs la totalité de la production du pays. Les palmiers de la palmeraie produisent des dattes qui sont consommées fraîches ou séchées. Les autres productions locales sont pour l'essentiel la grenade, dont est extrait du sirop. Un travail long et ardu. Il faut patiemment les éplucher et extraire les graines une à une avant de les écraser et de les mettre à cuire. Tout le problème reste le transport de ces produits vers le reste du pays. Les véhicules sont rares dans les campagnes. Le tuk-tuk, ce 3 roues typique, sert à transporter les récoltes et les membres de la famille. Il serait en voie d'interdiction car trop dangereux et souvent vétuste. L'heure est venue pour Ahmed d'enfiler son uniforme. Ses frères et sœurs font de même. L'uniforme est aux couleurs de l'école et du pays. Quasiment identique pour les filles comme pour les garçons, car l'école, comme le pays, se veut d'abord laïque. L'école n'est pas bien loin. Elle se trouve juste derrière la maison. Elle a été aménagée dans une ancienne bergerie. L'école n'est obligatoire que de 6 à 13 ans. Les autres enfants de la famille, plus jeunes et plus grands, accompagnent les parents au champ. Comme l'instituteur est en retard ce matin et que leur père a une clé, les garçons vont chercher un ballon et organisent un petit match en attendant. L'instituteur arrive enfin. Il se gare devant la toute petite école alors que les enfants se mettent en rang. Ils réciteront en entrant l'hymne du pays. La nation arabe est unie et son message est éternel. Mais c'est là une toute autre histoire, bien loin de la nôtre. Alors il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour un autre petit matin.